Bon, alors le thème des aventuriers de l'étrange qui vont débuter dans quelques instants, Louis Bénédy, on en parle partout, on ne fait que ça. Oui, alors tiens, juste, tu me tends la perche, je prends un petit papier, le voilà. Non, c'est Grégory, le réalisateur, qui m'a ramené ce petit papier-là, que l'on trouve dans les rues de Toulouse, peut-être sûrement aussi dans les rues peut-être de Bordeaux ou de Montpellier, je sais pas. C'est une proposition pour assister à des conférences sur le chamanisme, sur le Da Vinci Code, le mystère des Templiers, etc., la vraie vie de Jésus, tout ci, tout ça. Évidemment, vous venez à ces conférences, c'est gratuit, les gens sont gentils, on parle, spiritualité, tout ça. Mais le problème, c'est que c'est signé la Nouvelle Acropole. Et la Nouvelle Acropole, c'est une secte. D'accord. Donc soyez très très prudents. Voilà, en regardant ces petites affiches et en recevant ces petits tracts. Méfiez-vous. Voilà. Bon, attention. Et on va parler du Da Vinci Code, évidemment, ce soir, puisque le 19 mai, ça va sortir. Le roman de Dan Brown, adapté au cinéma. Alors, le Graal. Qu'est-ce que c'est exactement? Est-ce que le prieuré de Sion, cet ordre qui, selon Dan Brown, a protégé la descendance de Jésus, est-ce qu'il existe vraiment? Est-ce que ce n'est pas une vaste fumisterie? Qu'est-ce qui se cache exactement derrière ce roman de Dan Brown? Bon, eh ben voilà, les questions sont posées et on va y répondre. Et vous allez voir que le rôle qu'a joué la femme de Dan Brown dans cette affaire n'est pas tout à fait innocent. Et en plus, mais il y a toujours des femmes derrière les hommes, de toute façon. C'est pas terrible. Oui, mais c'est souvent comme ça, c'est ce que je dis. C'est pas machiste ce que je voulais dire. Bon, allez, on pourrait nous appeler, bien entendu, dès demain sur Sud Radio. Passez une excellente soirée. Place à la nouvelle secte de Sud Radio. Ça s'appelle les Aventuriers de l'étrange. Che Silorio Mazzarini sostiene Retina Forse. Bonsoir et bienvenue dans les Aventuriers de l'étrange, et ce soir bienvenue dans le phénomène Da Vinci Code. Le Da Vinci Code, c'est, comme vous le savez, un livre qui s'est vendu à plus de 30 millions d'exemplaires à travers le monde. C'est aussi le film qui sortira dans toutes les salles du monde entier jeudi prochain, et ce film sera vu par encore plus de monde. Alors, pourquoi ce roman a-t-il connu un tel succès? Bien, pour commencer, parce qu'il est bien écrit, tout simplement, et c'est une bonne raison. Mais il y a d'autres raisons à cela. Également donc parce que Dan Brown, l'auteur, a choisi un terrain d'action qui est à la fois sensible et porteur, un secret concernant la vie du Christ. Alors, de quoi parle ce roman? Très rapidement, tout commence dans le musée du Louvre, à Paris. Un soir, le directeur est retrouvé mort, assassiné d'une balle dans le ventre. Et avant de mourir, ce directeur a laissé un message codé, réalisé avec son propre corps nu, des insignes au sol, et le héros et l'héroïne de ce film vont être donc entraînés dans une course contre la montre pour découvrir le secret du message codé du directeur du Louvre. Ils ne sont pas les seuls, un membre de l'Opus Dei veut lui aussi ce secret et il tue pour y arriver. Mais une autre organisation secrète fait son apparition, le prieuré de Sion protège ce secret. Alors, sans vous dévoiler la fin du film, vous découvrirez que ce secret, c'est que le Christ se serait marié avec Marie-Madeleine et qu'ils auraient eu une descendance. Et depuis plus de 2000 ans, cette descendance perdure sous la protection du prieuré de Sion et sous la menace de l'Église de Rome et de l'Opus Dei, son bras armé. Le Graal, toujours selon le Da Vinci Code, n'est pas la coupe qui a contenu le sang du Christ, mais c'est le symbole de la féminité. Le Graal, c'est la tombe de Marie-Madeleine avec tous les textes et archives qui prouvent l'authenticité de cette descendance. Évidemment, je vous passe toutes les péripéties que vont vivre les héros. En revanche, ce soir sur Sud Radio, dans les Aventuriers de l'étrange, nous allons nous pencher sur les pistes qu'a empruntées Dan Brown avec plusieurs questions. Question numéro 1. Le prieuré de Sion, est-ce que c'est un ordre qui a vraiment existé? Question numéro 2. Léonard de Vinci a-t-il dissimulé des messages secrets dans ses tableaux comme la célèbre Joconde ou encore la Seine? A-t-il créé, Léonard de Vinci, un ordre particulier? Est-ce qu'il a été grand maître du prieuré de Sion?
Question numéro 3. Qu'est-ce que l'Opus Dei? Est-ce que c'est un ordre de catholiques intégristes? Est-ce que c'est le bras armé de Rome? Question numéro 4. Le Graal. Est-ce que c'est la tombe de Marie-Madeleine? Est-ce que c'est en fait le symbole de la divinité féminine primordiale? Et enfin, où est-il? Question numéro 5, enfin, la dernière. Est-ce que Jésus-Christ a fondé un foyer en épousant Marie-Madeleine qui lui a donné des enfants? Vous le voyez, beaucoup de questions et donc beaucoup de spécialistes ce soir pour répondre à toutes ces questions. Nous aurons avec nous Jean-Luc Chomeil, qui est auteur, réalisateur de nombreux livres. Il viendra nous parler de Rennes-le-Château, du prieuré de Sion. Vous allez voir que tout cela est mêlé. Il nous parlera également de sa rencontre il y a plusieurs années avec un certain Pierre Plantard. C'est lui qui a produit les documents prouvant l'existence, soi-disant, du prieuré de Sion. Nous aurons avec nous Patrick Rivière, l'auteur d'un livre sur le Graal, qui nous expliquera historiquement d'où vient le Graal et ce que ça représente et si il a existé ou s'il existe encore. Nous aurons également un historien de l'art qui s'appelle Jean-Yves Jasselet, qui est guide conférencier au Louvre à Paris et à l'église Saint-Sulpice, les deux lieux emblématiques du Da Vinci Code. Et nous allons commencer tout de suite avec notre premier invité qui s'appelle Jacques Rolland. Jacques Rolland, bonsoir. Oui, bonsoir. Je suis ravi de vous accueillir à nouveau au sein des Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. C'est très réciproque. Je le rappelle, vous êtes auteur d'un livre sur les Templiers aux éditions d'Hervy, Le meurtre programmé des Templiers, qui est votre dernier ouvrage. D'ailleurs, vous êtes intervenu dans cette même émission pour nous raconter l'histoire fascinante de l'ordre des Templiers. Alors, j'ai voulu commencer avec vous puisque, selon certaines sources, vous allez nous dire si elles sont exactes ou pas, le prieuré de Sion aurait été lié de très très près avec l'ordre des Templiers. Alors, est-ce exact? À votre avis, est-ce que le prieuré de Sion a un rapport avec, ou a eu un rapport avec l'ordre des Templiers? Alors, pour être tout à fait clair et rester dans ma fonction d'historien, je dirais que je ne saurais pas si le prieuré de Sion a un lien direct avec l'ordre du Temple. Par contre, je sais qu'il y a eu un ordre qui a précédé l'ordre du Temple et qui s'est maintenu après sa disparition. Donc je pense que c'est très important. Alors je ne sais pas si on peut l'appeler le prieuré de Sion, mais en tout état de cause, immédiatement, et c'est en rapport avec votre sujet, immédiatement après le bain de sang de Jérusalem, à la fin de la première croisade, il s'est établi un ordre de Templiers que l'on a officialisé 30 années plus tard. Oui. Et cet ordre-là a perduré tout au long de la vie du Temple sur les 2 siècles de son existence et a perduré au-delà de sa disparition. Mais alors, comment s'appelait cet ordre? Alors, le nom n'est pas connu. Mais par contre, les documents que nous possédons, le Vatican ou même les cisterciens, indiquent que l'officialisation de l'ordre du Temple à Troyes par Bernard de Clairvaux ne faisait qu'organiser une confrérie, où le mot congrégation est employé, une congrégation existant auparavant. Oui. Donc, on peut faire le liaison ou pas, mais disons qu'il y a eu certainement une congrégation qui a précédé l'officialisation de l'ordre du Temple. D'accord, donc une congrégation a été finalement fondatrice de l'ordre du Temple, c'est ce que vous êtes en train de nous dire. Complètement. Et qui a perduré après la fin des Templiers. Tout à fait. Et même pendant l'existence du Temple, cet ordre noir, on peut l'appeler ainsi, a existé. Il y a eu certaines personnes qui nous sont connues, certains personnages qui nous sont connus, notamment Geoffroy Fouché, qui était un poulain, c'est-à-dire c'était un oriental né d'une mère française et d'un oriental, oui. Et qui était curieusement commandeur de la terre de Jérusalem, c'est le trésorier, le financier de l'ordre du Temple, et qui est devenu un ambassadeur extraordinaire auprès des Fatimides d'Égypte pour la libération de Saint-Louis, et qui a été un visiteur général de l'ordre du Temple qui était bien au-dessus de l'ordre ou du grand maître du Temple. Et ça, tous les livres, tous les historiens l'attestent.
Donc il y a eu des hommes qui ont, pour des raisons diverses, sont apparus alors qu'ils ne faisaient pas partie de l'ordre du Temple, mais qui leur donnaient des instructions. Ah oui, donc il y avait une réelle ascendance sur les dignitaires de l'ordre du Temple. Le visiteur général a toujours eu, dès que sa fonction a été un petit peu plus connue, une maîtrise totale sur l'organisation générale. Oui, mais on ne savait pas comment s'appelait cet ordre. Non. Ça, c'est très parce étonnant. que le nom que vous avez évoqué le prieuré de Sion, est oui. beaucoup plus tardif. Mm-hmm. Est beaucoup plus tardif. Donc c'est apparu seulement il y a à peine quelques siècles. Donc c'est bien plus tardif que l'existence même du temple. Mais oui. qu'il y ait eu un ordre noir à l'intérieur du temple, parallèle à lui, plus fort que lui donnant des instructions, la réponse oui. Officiellement, c'est vrai. Mmh, oui, tout à fait. Mais alors, quelle est l'origine du mot Sion, ce prieuré de Sion? Ça, c'est un lieu, c'est quoi? Sion, c'est ce que Maurice Barrès appelle la colline inspirée, c'est-à-dire c'est une colline de la terre de Jérusalem. Donc c'est assez cohérent que l'on ait donné à cet ordre secret une dénomination en rapport avec Jérusalem, donc avec ce que vous indiquiez tout à l'heure, avec une possible filiation christique ou christologique, je ne sais pas comment on peut l'appeler. Ouais. Mais alors, dites-moi, Jacques Roland, là je vais peut-être atteindre les limites de vos connaissances historiques, ou du moins de ce que peut dire l'historien. Sûrement. Là, Dan Brown affirme dans son roman que des gens aussi prestigieux que Debussy, que Léonard de Vinci, que Victor Hugo, Jean Cocteau auraient été grands maîtres du prieuré de Sion. Est-ce qu'il ne pousse pas le bouchon un peu loin? Bon, moi j'ai lu ce livre avec le très très vif intérêt, il est très documenté, c'est un roman qui est bien structuré, c'est une intrigue policière remarquable. Il fait référence à tout ce qui court chez nous, quand même en France, depuis la fin de l'autre siècle, c'est-à-dire du temps de Maurice Leblanc, d'Arsène Lupin. On parle du Jules Verne, on parlait déjà du prieuré de Sion ou des comment dirais-je, des personnes qui pouvaient naviguer autour de Rennes-le-Château avec des descendants des Habsbourg, etc. Donc c'est pas quelque chose de récent. Ça intervient maintenant 110 années après que on ait pour la première fois mis en valeur l'existence d'une descendance possible, avec comme cas les Templiers, effectivement. Oui. Et pour ça, moi j'ai une hypothèse que je voulais vous indiquer, parce que peut-être qu'elle apporte de l'eau à votre moulin ou au moulin de vos interrogations. On a toujours prétendu que les Templiers, quand ils avaient été créés, étaient allés chercher quelque chose à Jérusalem, n'est-ce pas? Oui. On dit qu'ils sont allés chercher des documents, l'Arche d'Alliance, la Ménorah, le tabernacle, le chant de vie à 7 branches. Et moi, je pose la question de savoir, est-ce que c'est pas l'inverse? Est-ce qu'ils n'ont pas emmené quelque chose à Jérusalem ou est-ce qu'ils n'ont pas emmené quelqu'un? Ah, ça, c'est une hypothèse étonnante, ça. Mais alors, quand vous dites quelqu'un, ce serait qui? Ah ben écoutez, j'ai commencé par dire quelque chose ou quelqu'un. C'est vrai, c'est vrai. Bon, mais parce qu'on prétend toujours que cet ordre des Templiers brusquement surgit de n'importe où, à l'espace de très peu de temps. C'est vrai, c'est faux, puisqu'on sait maintenant que depuis 30 ans, avant 1128, il y avait une congrégation qui existait déjà, que ces 9 chevaliers du temps, ces 8 ou 9 chevaliers ont fait quelque chose là-bas, on les a laissés faire, on les a vraiment laissés faire, on les a autorisés, ils n'ont pas combattu, bon, etc. Et on a dit, ils sont allés chercher des tas de trucs, des documents secrets, etc. Ils sont allés chercher des textes hébraïques qui étaient cryptés, un peu comme Léonard de Vinci l'a fait. Oui. Mais si ils étaient au contraire, ils avaient ramené quelque chose ou quelqu'un là-bas, et que la création de l'heure du temple eût obéi précisément à cette hypothèse-là. Là, ça change complètement la face des choses. Ah oui, complètement, ça renverse l'histoire. Et alors, Jacques Roland, venons-en à cette hypothèse qui est la colonne vertébrale de ce roman de Dan Brown que vous avez lu, donc le Da Vinci Code, selon laquelle le Christ a eu une descendance avec Marie-Madeleine. Qu'en pensez-vous? Mais écoutez, il y a 2 hypothèses. C'est très simple, ou c'est possible ou c'est pas possible. Alors on va commencer par c'est possible, d'accord? D'accord. Et on finira par c'est pas possible. D'accord. Pour l'islam, comme pour les Templiers, Jésus n'a jamais été le Fils de Dieu. Oui.
Ça, on est d'accord. Ou d'un dieu. C'était Oui. un maître spirituel. Pour les islamistes, les musulmans, même aujourd'hui, Oui. c'est un prophète. Voilà. Donc c'est pas du tout indécent, inorganique qu'un maître spirituel ait pu se marier ou avoir des enfants. Non, absolument pas. Par contre, Non. si c'est Oui. Dieu, c'est tout à fait autre chose. Mhm. Donc, c'est pas possible si c'est Dieu. Par contre, s'il n'est qu'un maître spirituel, c'est déjà suffisant d'ailleurs, Ah oui, oui. et un grand prophète, un grand maître spirituel, qu'il ait eu des relations sexuelles et amoureuses avec Marie-Madeleine, et qu'il ait eu des enfants, c'est tout à fait vraisemblable. Oui, Donc, et c'est ne possible. change, au change rien à l'affaire. Et ne change rien à l'affaire. Au message du Christ, Non. totalement, oui. Bon, oui, d'accord. Donc ça, c'est la version, c'est possible. Oui, la version, c'est possible. Oui, mais historiquement, il y aurait eu des traces quand même, non? Vous ne pensez pas? Ben non, justement, je pense que en faisant tout disparaître, on ne peut plus apporter la preuve. C'est un peu comme la disparition de Nicolas Fouquet. Nicolas Fouquet, on l'a fait disparaître. Bon, il avait introduit des malversations dans sa gestion générale et on n'a jamais su pourquoi on l'avait enfermé à Pignerol. Donc maintenant, Fouquet passe pour quelqu'un pour lequel il n'y a pas de preuve de son intelligence. Donc l'absence de preuve n'est pas une preuve de son absence. Donc le fait qu'il n'y a pas eu de descendance, ça ne prouve pas qu'il n'y en ait pas eu, ça prouve qu'on a peut-être tout fait, et c'est le cadre du roman Da Vinci Code, on a tout fait pour étouffer l'affaire. Pour ça, Ouais. ça répondait à des objectifs bien précis. D'accord. Et alors maintenant, l'autre hypothèse qui veut que le Christ n'a jamais eu de descendance. Ben, si le Christ n'a jamais eu de descendance, ce qui est une troisième hypothèse, parce qu'on a dit c'est possible, c'est pas possible. Oui, voilà, oui, Il oui. n'a jamais eu de descendance et qu'on s'en soit emparé pour dire, écoutez, vous savez, ça s'est passé comme ça, etc., etc. Tant qu'on n'a pas de preuve, on ne peut pas apporter la négation ou le contraire de ce qu'on affirme, et on reste sur des hypothèses qui sont des interrogations qui n'auront jamais de réponse ou qui en auront peut-être un jour. Oui. Alors peut-être, maintenant on peut faire sortir tous les trucs de Nostradamus, les prédictions, le millénarisme, pour dire quand la fin des temps arrivera, le descendant du Christ apparaîtra. Bon, c'est possible ça, mais ça devient un peu plus difficile à justifier. Par contre, quand je reste, moi, en disant c'est possible et c'est pas possible, je reste sur un domaine plus assuré pour moi. Oui, tout à fait. Oui, oui. Si on admet l'hypothèse c'est possible, il faut également fouiller l'hypothèse de c'est pas possible. Oui. D'accord, les deux hypothèses. En revanche, en ce qui concerne le deuxième ordre qui est mis en scène dans le Da Vinci Code, l'Opus Dei, lui, est très connu et très documenté. On sait d'où il vient et ce qu'il fait. Bien sûr. Bien. Il est très connu, oui, mais il existe toujours d'ailleurs. Ah oui, oui, complètement. Oui. D'ailleurs, il s'est manifesté ces derniers temps de manière très, très vivace pour faire des journées de portes ouvertes, effectivement. Tout à fait, oui. Très bien. Merci en tout cas beaucoup, Jacques Roland, d'avoir fait Merci, Monsieur Benedi. une incursion du côté des aventuriers de l'étrange. Je vous souhaite une bonne soirée. Très bien. Et à très bientôt. Est-ce que vous irez voir le film? Oh, c'est évident. Je crois qu'il y a un super acteur français qui joue dedans. Donc, Ouais. je ne devrais pas le rater pour tout ça. Rien que pour Jean Indépendamment du Reno. livre, parce que je pense qu'ils ont dû faire des choses extraordinaires derrière. Et puis, c'est un super montage. Et ça pose des tas de questions. Puis ça prouve bien que dans un monde matériel, on est encore intéressé par des choses spirituelles. C'est au moins déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Merci Jacques Roland. À très bientôt. Merci, Monsieur Benny. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Vous le savez, vous pouvez nous poser vos questions au 0826 300 300. D'autres spécialistes vont venir se succéder à ce micro pour nous apporter leur lumière, leur point de vue sur différents sujets très précis. Là, par exemple, dans quelques minutes, nous allons être en compagnie de Jean-Yves Jasselet, qui est historien de l'art, qui est guide conférencier à Paris et qui a organisé des balades dans Paris à travers le Da Vinci Code. Alors, il commence évidemment par le Louvre, ensuite il emmène sa petite troupe à l'église Saint-Sulpice. Les deux cadres du Da Vinci Code, entre autres, que vous découvrirez dans le film qui sortira le 19 mai. Donc, si vous avez des questions, je vous l'ai dit, 0826 300 300, Cyril est fidèle au poste pour recueillir vos questions, ou sinon, vous pouvez nous envoyer vos SMS au 71 200. D'abord, vous tapez Sud, ensuite un espace avec votre question, ensuite vous tapez votre question, votre réaction.
Vous envoyez le tout au 71 200 et je me ferai votre porte-parole. Donc je vous l'ai dit, un spécialiste de Léonard de Vinci et guide conférencier à Paris qui propose la visite de la capitale à travers le Da Vinci Code va venir nous rejoindre dans quelques minutes sur Sud Radio dans Les Aventuriers de l'étrange. Il s'appelle Jean-Yves Jasselet. Patrick Bruel, je m'attendais pas à ça sur Sud Radio dans Les Aventuriers de l'étrange. Vous avez deux possibilités pour venir nous rejoindre dans cette émission et je vous y invite vraiment chaleureusement. Le 0826 300 300, vous nous appelez. Cyril est là pour me faire part de vos réflexions, comme cette auditrice qui a eu la gentillesse de nous passer un petit coup de fil, hollandaise, et qui nous a précisé que dans la Bible, Jésus est appelé Rabbi et on ne peut être Rabbi que si on est marié. Donc effectivement, c'est une hypothèse tout à fait intéressante et c'est un élément que l'on prendra en compte. Vous pouvez nous envoyer également vos SMS. Vous tapez Sud, un espace, votre réaction, votre question et vous envoyez le tout au 71 200. Le Da Vinci Code au centre donc de notre émission Les Aventuriers de l'étrange ce soir et le film qui a pour cadre Paris qui va sortir bientôt. Le musée du Louvre est au centre du roman et du film ainsi que l'église Saint-Sulpice où se trouve le gnomon qui est un instrument de mesure très particulier, mais très scientifique finalement. Jean-Yves Jasselet, donc, est historien de l'art et il est aussi guide conférencier pour des périples qui entraînent les curieux à travers Paris et le Da Vinci Code sur ces deux lieux, donc le Louvre et l'église de Saint-Sulpice. En route et suivez le guide. Pierre-Yves Jasselet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes conférencier et vous servez de guide donc à Paris pour une balade dans Paris à travers le Da Vinci Code. Alors d'abord, par quel lieu commencez-vous? Alors, plus exactement, oui. Moi, en réalité, je fais deux visites. C'est-à-dire oui. que je fais une visite du Louvre et une visite de Saint-Sulpice. Oui. Alors, je peux commencer par l'un ou par l'autre. Enfin, en général, il y a une demi-journée consacrée à une des visites, une demi-journée consacrée à l'autre. Alors, quelquefois, c'est dans la même journée, évidemment. Bien entendu. Les fanatiques du roman qui peuvent ainsi avoir une idée assez complète des lieux. Oui. Est-ce que d'abord, il y a énormément de demandes? Oui, effectivement. Alors, si vous voulez, moi, je travaille pour des associations. Je travaille également par des annonces qui sont publiées dans la presse, c'est-à-dire la presse de spectacle. Et là, on constate, alors aussi bien du côté des associations que du côté des individuels, c'est des visites qui ont beaucoup de succès. Ouais, il y a un véritable engouement pour le Da Vinci Code. Oui. Alors, cela dit, je suis certainement pas dans les réseaux qui drainent le plus de gens curieux de cette histoire, parce qu'il y a des tours opérateurs qui s'adressent à des Américains, qui eux, paraît-il, ont énormément de succès. Alors moi, je m'adresse à un public français. Oui, tout à fait. Il y a un public français qui est tout à fait curieux, effectivement, de Da Vinci Code. Ouais. Alors, commençons, si vous le voulez bien, par la visite du Louvre. Par où commencez-vous? Alors, là, je suis évidemment tenu par un itinéraire. Je commence donc forcément par l'entrée, par la pyramide. Oui. Alors, pour Da Vinci Code, comment dire, il y a un fond, il y a toute une histoire, toute une théorie, enfin, notamment sur Marie-Madeleine, mais il y a également des affirmations, par exemple, qui intriguent le lecteur, qui sont gratuites par rapport au déroulement de l'action, mais enfin qui sont très efficaces. Alors, par exemple, la plus célèbre, c'est la pyramide du Louvre qui comporte 666 carreaux. Oui. Bon, Dan Brown s'est certainement pas donné la peine de compter. Ah bon? Oui. Alors, j'ai essayé, il peut dire que c'est un exercice tout à fait fastidieux. Enfin, d'après, il y a des gens qui se sont adressés au Louvre, qui ont dit, je crois qu'il y a autour de 680 carreaux. Mais de toute façon, là, c'est tout à fait typique de la manière de procéder de Dan Brown. C'est à un moment donné de vous donner une affirmation qui va surprendre, qui, du point de vue du roman, est efficace. Si vous voulez, dans l'intrigue, ça ne sert à rien qu'il y ait 666 carreaux dans la pyramide du Louvre. Alors, pour moi, le roman, c'est aussi en même temps un peu un prétexte. C'est-à-dire qu'à la fois, je traite tout ce qui concerne le roman dans les lieux, mais un des intérêts, par exemple, de faire visiter le Louvre avec Da Vinci Code, c'est que ça permet de reparler de la pyramide, et d'en parler y compris sérieusement, de voir dans quelles conditions elle a été construite, quelle polémique ça a engendré, c'est ce dont on trouve un reflet dans le roman d'ailleurs. Ensuite, on est amené à parler de l'histoire du Louvre. Bon, c'est peut-être même d'ailleurs là ce
qu'il y a de moins inexact dans le roman, parce qu'il vous dit, par exemple, à un moment donné, que la grande galerie, ça a été le noyau du musée. Donc, on peut quand même dire dans quelles circonstances le musée a été aménagé, et comment le musée a été conçu. Alors, et puis, évidemment, c'est une occasion pour parler de Léonard de Vinci. Oui, alors effectivement, Léonard de Vinci qui est au centre du roman, mais revenons à la pyramide du Louvre, cette fameuse pyramide qui a suscité énormément de polémiques. On s'en souvient peut-être pas lorsque Mitterrand avait acquiescé ce projet et l'avait porté littéralement. Cette pyramide n'a rien de magique. Non, bien sûr, non. Là, c'est justement, il faut revenir sur les raisons qui ont conduit Paye à construire une pyramide. Lui, il voulait une entrée monumentale pour le musée, oui, qui soit déjà visible d'un point de vue pratique, et puis il voulait une forme géométrique, qui est de cette façon-là valeur de symbole, si on veut, mais cette valeur de symbole sans aucune connotation ésotérique. Ouais. Et il a évité entre 3 volumes une demi-sphère, un cube et une pyramide. Et je pense que le choix de la pyramide, c'était ce qui, tout en étant monumental, occupait encore le moins l'espace. Alors après, évidemment, c'est qu'ils peuvent faire spéculer les amateurs de sciences secrètes. Il a choisi une inclinaison correspondant à l'inclinaison des pyramides égyptiennes. Mais ça, pour une raison très simple, c'est que les Égyptiens avaient trouvé un des schémas qui, optiquement, est le plus satisfaisant. Ouais. C'est-à-dire que si on fait une pyramide plus pointue, elle apparaît comme trop pointue. Si, au contraire, l'angle à la base est plus aigu, donc si la pyramide est plus aplatie, alors à ce moment-là, on a l'impression qu'elle est trop écrasée. Donc, c'est des considérations qui sont bien sûr uniquement esthétiques. Oui, bien alors, entendu. On peut raconter des choses drôles, parce qu'il y a la question, je parle du prieuré de Sion, cette fameuse société secrète qui aurait été fondée en 1099 à Jérusalem. Il y a un certain nombre, il y a des livres qui ont fait un peu la lumière sur cette histoire. Il y a bien prieuré de Sion qui a existé, mais à une époque beaucoup plus récente. Le prieuré de Sion cache le Saint Graal, comme le savent les lecteurs du roman, lequel Saint Graal n'est pas le sang qui a contenu, n'est pas le calice qui a contenu le sang du Christ, mais le tombeau de Marie-Madeleine et tous les documents relatifs à son mariage avec le Christ et à sa descendance. Ouais. Alors, ce qu'on ne devrait pas dévoiler, alors ce que je dévoile quand même dans la visite, c'est que le dit Saint Graal, dans le roman, se trouve sous la pyramide inversée. Exactement. Bon. Ouais. Il faut quand même le dire. Ça fait beaucoup de bien à la visite. Et alors là, c'est là que je m'interroge sur la liste des dignitaires du prieuré de Sion. Vous savez que cette fameuse association secrète a comporté Léonard de Vinci, Jean Cocteau, Victor Hugo, Claude Debussy. Il y a des noms un petit peu surprenants. Et puis je dis toujours à mes auditeurs qu'à mon avis, il en manque 2. Comme dignitaire, il manque François Mitterrand et Guoming Paye. Oui, forcément. Paye qui est l'architecte. Oui. Saint Graal. Ouais. Oui, il faut bien que soit l'architecte, soit le commanditaire soit dans le coup, si le Saint Graal a été installé juste sous la pyramide inversée. Évidemment. Bon. Évidemment. Alors, continuons, si vous le voulez bien, la visite et parlons de Léonard de Vinci, qui, selon le roman, évidemment, aurait été un des grands maîtres du prieuré de Sion. Et je suppose que vous vous arrêtez évidemment devant la Joconde. Oui, bien sûr, oui. Oui. Alors là, d'ailleurs, c'est un des intérêts du roman. Le roman, sur le plan de l'érudition, disons, il a beaucoup de défauts. Il a un mérite, c'est que il fait poser des questions au lecteur. Sur Léonard de Vinci, ça me semble quand même la partie faible. Alors sur la Joconde, il y a d'abord l'affirmation que Mona Lisa, ça serait l'association d'Amon et Isis. Oui. Un dieu égyptien masculin, une déesse égyptienne féminine. Bon, alors évidemment, là, on va d'abord se demander où Dan Brown a trouvé ça, parce que rien dans les écrits de Léonard de Vinci ne le font penser. Et puis, de toute façon, on se demande à ce moment-là ce que vient faire le L, Amon et Isis. Ouais. Donc là, si vous voulez, ça fait partie de ce qui peut entraîner l'adhésion du lecteur rapide. Vous lisez ça, oui, Amon et Isis, ça, oui, c'est évident. Non, pas du tout. Parmi les affirmations sur la Joconde, le commentaire est quand même assez pauvre dans le roman. Il vous dit simplement qu'à un moment donné, il y a un des héros qui demande à Sophie Neveu pourquoi
le paysage du côté gauche Oui. est plus élevé que du côté droit. Mm. Bon. Alors d'abord, ce qu'on peut constater, c'est que c'est pas tout à fait vrai. Quand on regarde la Joconde, il y a une extension dans le paysage à droite, mais en réalité, sinon les arbres sont au même niveau. Simplement, Léonard de Vinci n'allait pas faire quelque chose de parfaitement symétrique qui aurait été tout à fait ennuyeux. Bien sûr. Bon, donc, même de ce point de vue-là, c'est pas tout à fait convaincant. Alors quand il proclame, Léonard de Vinci voulait ainsi proclamer que le côté gauche féminin est supérieur sur le masculin. Là non plus, là, on se demande où Dan Brown a trouvé ça. Alors là, il y a la légende, la Joconde androgyne, c'est difficilement soutenable. La Joconde est parfaitement féminine. Alors après, bon, on a des intérêts, on peut parler de la manière de peindre de Léonard de Vinci, ça c'est ce qui ne se trouve pas du tout dans Dan Brown. Bon, ce n'est évidemment pas son propos. Mais par exemple, la Joconde, des féeries de la Joconde, c'est le maniement des ombres et des lumières et l'extrême douceur du passage des zones d'ombre aux zones de lumière qu'ont reconnu d'ailleurs les Florentins dès le XVe siècle. Je crois que c'est parmi ce qu'on peut faire remarquer sur la Joconde. Et puis la Joconde, il y a toute son histoire. Et finalement, la Joconde est devenue peut-être le tableau le plus célèbre du monde, mais depuis une époque relativement récente, c'est-à-dire depuis le vol de la Joconde en 1911. Ouais. Si je ne me trompe pas sur la date. Hein. Et même chez Léonard de Vinci, enfin c'est subjectif peut-être ce que je veux dire, mais il a peint des tableaux ou des murs beaucoup plus beaux que la Joconde à mon sens. Oui, enfin, bon, ça c'est subjectif, hein. Oui, tout peut se discuter, mais par exemple, vous avez, lorsque je montre évidemment, bien que ça ne soit pas mentionné dans le roman, la Vierge et Sainte-Anne. Bon, la Vierge et Sainte-Anne, c'est de la même veine que la Joconde. Ouais. C'est un tableau superbe. Alors, je montre d'autres tableaux. Alors, bien sûr, je termine par la Vierge au rocher, puisque c'est quand même évidemment le tableau qui le commente le plus. Ouais. Alors, ce qui est intéressant également dans les tableaux de Léonard de Vinci, c'est de voir le Saint-Jean du Louvre. Alors, régulièrement, il y a des gens qui me demandent est-ce qu'on va voir la Sainte Seine de Milan. Bon, alors au Louvre, on voit pas la Sainte Seine de Milan. Pour une raison très simple, c'est que la Sainte Seine de Milan est à Milan. Voilà. Bon, mais il y a cette fameuse affirmation que le personnage situé à la droite du Christ est une femme. Voilà, Marie-Madeleine. Voilà. Alors, ce qu'on peut voir au Louvre, c'est le portrait de Saint-Jean, dont personne n'a jamais dit qu'il était le portrait de Marie-Madeleine, dont on sait que c'est Saint-Jean, et il est juste à côté de la Vierge et Sainte-Anne. Et on se rend compte que le visage du Saint-Jean est très proche de celui de Sainte-Anne. Et là, pour une raison, c'est que Léonard de Vinci avait tendance à féminiser des visages masculins. Ouais. Mais en revanche, il cherchait pas à viriliser des visages féminins. La manière dont ça peut s'interpréter, je crois que je n'ai pas de meilleure explication, c'est que Léonard de Vinci passe, je pense, à juste titre au XVIe siècle pour le prince de la Grâce, non pas au sens religieux, mais au sens esthétique du terme. Et je crois que ça se traduit par souvent, quelquefois, des visages masculins qui ont une allure féminine, surtout dans le cas de Saint-Jean, qui est le jeune disciple. Et dans la Sainte Seine, bien à l'évidence, il ne s'agit pas de Marie-Madeleine, il s'agit de Saint-Jean, qui a de longs cheveux, un visage efféminé, mais une poitrine plate. Oui. Mais oui, tout à fait. Et alors, quelle est la question qui revient le plus souvent, maintenant que vous en avez fait beaucoup quand même de ces... Écoutez, justement, il n'y a pas tellement de questions, ça peut sembler surprenant dans le contexte de la visite. J'ai des auditeurs qui, dont a priori sont critiques, hein, c'est ce que j'ai remarqué, alors peut-être en raison de la façon dont sont formulées mes annonces, hein, mais j'ai des auditeurs qui sont plutôt critiques et j'ai jamais eu à mes visites, par exemple, de partisans mordicus de Dan Brown. Non, les gens viennent se renseigner. Ceux qui ont lu le roman veulent en savoir un petit peu plus. Ouais. Là, je profite. Je resitue l'histoire de Marie-Madeleine à propos d'un autre tableau du Louvre, parce qu'il y a un tableau de Bronzino qui est tout à fait curieux, tout à fait amusant, qui est le Christ apparaissant au jardinier à Marie-Madeleine. Alors je dis, voilà, ça c'est un tableau que Dan Brown
aurait pu mentionner s'il avait visité le Louvre. Alors il paraît qu'il n'a pas visité le Louvre. Mais bon, alors je dis voilà un tableau qui pourrait aller à l'appui de sa thèse, parce que vous avez Marie-Madeleine en extase devant un Christ qui a un corps superbement potelé. Et donc on peut dire que le tableau a presque quelque chose de blasphématoire. Enfin, je ne sais pas comment c'était interprété à l'époque, mais on a vraiment l'impression d'un détournement érotique du sentiment religieux. Ouais. Alors là, ça permet de poser de toute la question effectivement difficile, hein, qui est des rapports entre le Christ et Marie-Madeleine. Mais je veux dire, j'ai pas vraiment de questions. Peut-être alors, des questions formelles, mais ça j'y réponds au cours de la visite. Par exemple, je montre l'endroit où le malheureux Saunière, directeur du Louvre, est censé avoir été assassiné. Alors, vous avez dans le roman, à un moment donné, Saunière décroche un tableau pour faire tomber une herse. Alors le tableau, leur montre le tableau, vu le contexte du roman, ça ne pouvait être que la mort de la Vierge du Caravage. Et c'est un tableau monumental. Hein. Oui, qui est impossible à décrocher, oui. Ah oui, il doit peser plusieurs centaines de kilos. Alors d'ailleurs, au cours de la visite, je propose régulièrement à mes auditeurs d'essayer de décrocher le tableau. Je dois dire que pour le moment, personne n'a encore tenté l'expérience. Je ne sais pas trop comment ça serait pris par le Louvre. Mais enfin, on est quand même rassuré par une chose, c'est en parcourant la Grande Galerie, on se rend compte qu'à aucun endroit, il y a cette fameuse herse dont parle... Dan Brown dans son roman. Oui. Mais là, je veux dire que ça, c'est le genre de liberté qu'on pardonne le plus à l'auteur. Et puis, c'était un roman. Nécessaire à l'action. Donc, on peut lui pardonner. Comme on peut lui pardonner qu'il n'y ait pas de toilette donnant sur le quai. Vous savez, il y a un des meilleurs moments du roman, c'est quand le professeur Langdon balance le témoin qu'il avait dans la poche dans un semi-remorque. Alors, que la police le cherche hors du Louvre, alors qu'il est dans le Louvre. Bon. Alors là, on pardonnera, je pense, ces inexactitudes sur le plan des lieux. Et ça, ce n'est pas si grave. Pierre-Yves Jasselet, vous êtes avec nous ce soir sur Sud Radio dans Les Aventuriers de l'étrange. Vous êtes guide conférencier. Vous proposez donc des conférences et des sorties à Paris à travers le Da Vinci Code. Saint-Sulpice, qui est un lieu évidemment incontournable. Vous y consacrez d'ailleurs une demi-journée. Par quoi commencez-vous à Saint-Sulpice, qui est un lieu du Da Vinci Code? Oui, tout à fait. Alors, alors vous savez que c'est une intrigue secondaire. Hein, Saint-Sulpice, puisque c'est la fausse piste sur laquelle Saunière envoie Stylas. D'abord, je reprends les étapes du roman. Enfin, il y a d'abord la fameuse histoire quand Stylas arrive en pleine nuit, il trouve quelques prostituées sur les marges de Saint-Sulpice. Alors on peut, je sais pas si on rassure ou on déçoit les auditeurs en leur disant qu'ils ont peu de chance de trouver cette prostituée à cet endroit-là. On peut parler d'une maison close qui était fréquentée par Simenon et qui se situe rue Saint-Sulpice, dont il parle dans ses mémoires. Alors là, la chronique scabreuse de Saint-Sulpice, je crois que ça s'en arrête là. Cette fameuse ligne en laiton. Pardon? Cette fameuse ligne en laiton, oui, ça c'est un élément du gnomon. Alors là, sur lequel évidemment, Dan Brown dit des choses exactes, mais beaucoup d'inexactitudes. Bon, alors ce qui est exact, c'est une ligne, ce qu'on appelle une méridienne, c'est-à-dire c'est une ligne nord-sud. Alors parmi les inexactitudes du roman, il vous dit que cette ligne correspond à la ligne rose qu'il confond avec le méridien de Paris. Bon, alors ça a peut-être été vrai, mais alors en tout cas, dans le roman, on vous dit que les Templiers ont construit des quantités d'édifices sur cette ligne rose, censés partager la France en deux parties égales. Bon, c'est un peu difficile de partager un hexagone irrégulier en deux parties égales, mais enfin bref. Alors là, moi, c'est ce sur quoi j'ai calé en premier dans le roman. Parce que, bon, il y avait beaucoup de points du roman, après tout, que j'ai lu comme un lecteur naïf. Je me dis, bon, il y a peut-être du vrai, enfin, il faut voir. Mais alors là, la ligne rose, sachant, bon, je me doutais que le méridien de Paris, l'emplacement du méridien de Paris avait été déterminé au XVIIe siècle. Si je me souviens bien, c'est en 1682 ou 1684. L'emplacement du méridien de Paris a été déterminé quand on a construit l'observatoire, sous les directives de Cassini, qui était un astronome de l'époque. Donc alors, entre autres, alors le méridien de Paris passe par l'aile ouest, le pavillon ouest du Palais du Luxembourg,
et il passe par la Monnaie, l'hôtel de la Monnaie, près de la Seine, où il y a d'ailleurs une méridienne. Mais en revanche, il ne passe pas par Saint-Sulpice, qui est un peu plus à l'ouest. Bon, Saint-Sulpice n'en est pas très loin. Ouais. Bon, ça, c'est une des petites inexactitudes. Alors, l'usage du gnomon, ça, c'est un instrument astronomique. Alors, il vous dit un instrument païen. Bon, c'est pas un instrument païen. La seule chose, c'est que le gnomon était utilisé dès l'Antiquité, généralement sous forme d'un simple bâton ou d'un obélisque, qui permettait de mesurer la longueur de l'ombre du soleil à midi. Oui. Alors, le dispositif à Saint-Sulpice, c'est différent. Vous avez un vitrail sud dans lequel autrefois il y avait une lentille. Alors maintenant, je crois que ça peut plus marcher parce qu'il manque la lentille. Mais quand il y a une lentille placée au bon endroit dans le vitrail, le rayon du soleil au midi vrai parisien, donc c'est pas le midi du méridien du fuseau horaire de Paris, c'est le midi vrai parisien. Donc au midi vrai parisien, le rayon du soleil frappe sur cette ligne de cuivre et un emplacement différent suivant le moment de l'année, c'est-à-dire suivant la hauteur du soleil dans le ciel. Alors c'est-à-dire qu'au moment du solstice d'été, le soleil frappe près du mur sud, parce que le soleil est très haut sur l'horizon. Au moment des équinoxes, il frappe, au équinoxe de printemps et d'automne, il frappe sur une plaque de cuivre qui se trouve juste derrière la barrière du cœur. Et enfin, le fameux obélisque permet au soleil de frapper dans l'obélisque au moment du solstice d'hiver, quand le soleil est le plus bas. Ouais. Donc, alors l'obélisque n'a évidemment rien de païen. Alors parmi les affirmations sur Saint-Sulpice, il y a notamment celle suivante, c'est que d'une part que l'église Saint-Sulpice est construite à l'emplacement d'un temple d'Isis. Bon, là on n'en a aucune preuve ni historique ni archéologique. Et puis d'autre part, il y a l'affirmation que l'obélisque construit au XVIIIe siècle, d'ailleurs, est le vestige d'un temple païen. Bon, c'est évidemment une grossière inexactitude. Alors l'obélisque, c'est un instrument, alors l'obélisque, le gnomon plus exactement, a permis des mesures précises relatives à la rotation de la Terre, entreprise entre autres par l'astronome Cassini. Bon, un des Cassini, parce qu'il y a toute une génération de Cassini. Donc c'était un instrument scientifique qui abritait l'église. Oui, voilà, c'était vraiment un instrument astronomique. L'église avait un intérêt direct à l'installation de gnomons dans certaines églises, qui est celui-ci, c'est que ça permet de déterminer le dimanche de Pâques, qui est le premier dimanche qui suit la nouvelle lune suivant l'équinoxe de printemps. C'est comme ça qu'on détermine Pâques. Donc non seulement l'instrument n'est pas païen, mais il est tout à fait utile sur le plan, si vous voulez, sur le plan religieux. Ouais. Ça fait partie des nombreuses inexactitudes du roman. Ouais. Mais alors, dites-moi, Père-Ève Jasselet, est-ce que vous avez entendu dire, parce qu'en allant au Louvre régulièrement, que quelques illuminés ou quelques gens un petit peu farfelus auraient tenté de fouiller à la pyramide renversée? Bon, à ma connaissance, non. Bon, heureusement. Je passe de temps en temps près de la pyramide, non, je crois pas. Ouais. Je crois pas, moi je dis toujours dans ma visite que je suis surpris que personne n'ait tenté d'attaquer la base, c'est la base de la pyramide renversée, qui est en pierre, enfin ça doit être du béton recouvert de travertin ou d'un matériau comme ça. Et je dis toujours que je suis surpris que personne n'ait essayé d'attaquer au marteau-piqueur un endroit qui renforme un secret aussi considérable. Mais je pense que d'une part c'est pas très facile, et puis que d'autre part peu de gens poussent la naïveté jusque-là. J'interprète ça de cette façon. C'est plutôt rassurant. Oui, c'est plutôt rassurant. Finalement. Oui. Est-ce que vous allez voir le film? Ah oui, bien sûr, oui. Oui, je vais voir le film. Bon, je veux dire que non, par curiosité personnelle, mais aussi, je veux dire par intérêt professionnel. Non, bien sûr, je vais voir le film. Très bien. Bonne soirée, Pierre-Yves Jasselet. Merci. Bonne soirée.
Si vous allez avoir le plaisir de vous rendre dans notre belle capitale ces prochains temps, vous pouvez contacter Pierre-Yves Jasselet pour aller découvrir avec lui le Louvre. C'est un guide conférencier tout à fait passionnant. D'ailleurs, un article lui est consacré dans le magazine National Geographic de ce mois-ci que je vous recommande également. Je vous donne un moyen de le contacter par Internet. C'est Pierre-Yves Jasselet, Jaslet, @wanadoo.fr. Pierre-Yves.Jasselet@wanadoo.fr. La visite est donc terminée, mais la balade dans le Da Vinci Code continue sur Sud Radio, dans Les Aventuriers de l'étrange, et le meilleur reste encore à venir. Patrick Rivière, qui est l'auteur d'un livre sur le Graal aux éditions du Rocher, va nous rejoindre pour nous dire si le Graal, c'est, selon lui, Marie-Madeleine, ou encore le symbole de la divinité féminine, comme l'affirme Dan Brown dans son roman Le Da Vinci Code. Et il y aura encore d'autres révélations avec le réalisateur et auteur de nombreux ouvrages, Jean-Luc Chomeil, qui viendra nous rejoindre après Patrick Rivière. Because of You, Kelly Clarkson sur Sud Radio dans Les Aventuriers de l'étrange. 0826 300 300. Je vous invite à venir nous rejoindre, à nous faire part de vos réflexions. Si vous avez lu le Da Vinci Code, si vous avez l'intention d'aller voir le film, nous dire un petit peu ce que vous en pensez, de ce que raconte Dan Brown dans ce roman et de ce que l'on va découvrir lors de la sortie du film. Ça va être le 19 mai dans le monde entier. 0826 300 300 ou encore par SMS, vous tapez le mot Sud, un espace, votre question, votre réaction et vous envoyez le tout au 71 200. Nous allons accueillir un autre spécialiste qui va venir nous donner quelques éclairages intéressants. Cette fois-ci, nous allons nous intéresser au Graal. Patrick Rivière, bonsoir. Bonsoir. Merci de venir nous rejoindre. Je vous ai demandé d'être parmi nous ce soir dans cette émission Les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio consacrée au Da Vinci Code, car vous êtes l'auteur, entre autres, parmi les nombreux livres que vous avez écrits sur l'alchimie, sur les Templiers et leurs mystères. Vous êtes l'auteur d'un livre qui s'intitule Le Graal aux éditions du Rocher, et le Graal est au centre quand même du Da Vinci Code. Alors, avant de parler de l'hypothèse qu'émet le Da Vinci Code, parlons un petit peu de l'histoire du Graal. Qu'est-ce que raconte la légende concernant le Graal? Dites-nous un peu. Alors écoutez, depuis 20 ans, j'ai publié plusieurs ouvrages concernant le Graal, dont celui que vous venez de citer. Oui. Et c'est vrai que c'est une question qui m'intéresse au plus haut niveau, et qui me semble liée justement d'ailleurs au problème de l'ésotérisme et de l'alchimie en général. Alors pour revenir à l'histoire des textes, les premiers textes littéraires concernant la table ronde, ils apparurent dans la seconde moitié du XIIe siècle. Vers 1185, en effet, Chrétien de Troyes publie son Conte du Graal, ou Perceval le Gallois, bien que déjà, en 1137, Geoffroy de Monmouth avait introduit en son Historia Regum Britanniae ce qui allait ensuite devenir la grande épopée arthurienne. Il est à noter également que dans le Père Lévaux, un autre texte qu'on date de 1185-1190, il était déjà fait une très large allusion au Graal, sous la forme, alors là, de 5 nuances, dans lesquelles il apparaissait, et la dernière de ces nuances était un calice. Et il apparaissait au roi Arthur. Ouais. Oui, c'est assez étonnant. Et puis alors on vit s'échelonner pendant le premier quart du XIIIe siècle les 4 continuations du Perceval de Chrétien de Troyes, attribuées respectivement au Pseudo-Vauchier I, Pseudo-Vauchier II, à Manessier et à Gerbert de Montreuil. Apparut ensuite l'histoire du Saint Graal, 1220-1230, rédigée par un collectif d'auteurs, se profilant derrière le patronyme de Gauthier Map. Et on ne peut pas oublier non plus d'évoquer Robert de Boron, l'auteur du Perceval, le Dido Perceval en prose, ainsi que d'un Merlin et d'un Joseph d'Arimathie. Et avec sa quête d'El Saint Graal, rédigée en 1220, la fusion syncrétiste s'est parfaitement opérée entre les éléments celtiques et les éléments proprement chrétiens, parce que l'histoire du Graal, c'est pas uniquement une histoire chrétienne, c'est une histoire aussi celtique. Ah bon, au départ? Et oui, bien sûr, on parlera des symboles, j'espère, tout à l'heure. Oui, bien sûr, oui. Et nous verrons que c'est une histoire qui est tout à fait universelle, en fait. Ouais. Donc, si je vous ai bien suivi, au départ, le Saint Graal n'était pas la coupe qui a recueilli le sang du Christ, finalement.
Eh bien, écoutez, au début, il y a un texte. Ça n'était pas que je parle ça. des textes celtiques, par exemple, je parlais des Mabinogoï, des Mabinogoï gallois. Alors, il y a un Mabinogi qui s'intitule Perdure. Et dans Perdure, eh bien, le chevalier, donc, qui est Perdure et qui veut dire en fait chaudron d'acier. Oui. Parce que toute la tradition du Graal, évidemment de la coupe, est liée aussi à celle du chaudron, etc., du chaudron magique des Celtes. Et bien là, curieusement justement, dans ce cadre-là, le Graal apparaît sous la forme non pas d'une coupe, mais d'un crâne. C'est une tête en fait sanguinolente. C'est très curieux. Et pourtant le rituel de l'apparition du Graal dans le château évidemment enchanté tel qu'on l'imagine, avec la lance sanguinolente, eh bien là c'est une tête. Alors il faut savoir aussi que chez les Celtes, par exemple, on utilisait les crânes qu'on recouvrait de métal et on s'en servait comme d'une coupe. Et d'une coupe, évidemment, aux vertus, bien sûr, magiques. Oui. Alors, il faut peut-être voir là la transition, si vous voulez. Mais par exemple, dans un texte que je n'ai pas encore évoqué, puisqu'il arrive au tout début du XIIIe siècle, et là, c'est un texte allemand, cette fois-ci, c'est Wolfram von Eschenbach qui le fournit, c'est son Parsifal. Et bien, dans son Parsifal, là, il n'est plus du tout question d'une coupe, ni même d'un crâne, il s'agit d'une pierre. Le Graal, c'est une pierre, et c'est une pierre tout à fait extraordinaire, et on dit que chaque vendredi saint, donc le thème évidemment est christianisé cette fois-ci, une colombe vient y déposer une hostie consacrée. D'accord. Voilà. Donc on le voit vraiment, le Graal a revêtu plusieurs formes. Ah oui, absolument. Oui. Trois formes essentiellement, pourrait-on dire, c'est-à-dire la coupe ou tout contenant, si vous voulez, donc calice ou forme donc réceptrice. On peut imaginer également donc la pierre dont je viens de parler, et en même temps aussi le livre. Très curieusement, on a parlé aussi d'un livre, on a parlé du Liber Gradalis qu'un moine cistercien aurait rédigé donc, et dont la trace se trouverait en fait à Glastonbury en Angleterre, là où évidemment où se situe aussi toute l'épopée du Graal, puisque c'est dans le cadre de cette abbaye de Glastonbury qu'on retrouve d'ailleurs le tombeau du roi Arthur. Oui. Ouais. Mais alors, dites-moi, Patrick Rivière, venons-en maintenant au Da Vinci Code lui-même. Vous l'avez lu ? Oui, bien sûr. Bon, comment l'avez-vous trouvé déjà le roman ? Ah ben écoutez, moi je trouve que c'est un roman, c'est une vision tout à fait romanesque, je dirais people. J'aime bien le terme people. une version du Graal qui me semble très très éloignée du véritable mythe que recouvre le Graal, qui en fait est quand même on pourrait dire l'archétype des archétypes. Et d'ailleurs, Carl Gustav Jung s'y est beaucoup penché. Le psychanalyste, oui. Ah oui, le psychanalyste Jung, oui, parce que le Graal est vraiment, en fait, l'archétype qui contient, on pourrait dire, tous les autres, quoi. C'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Et d'ailleurs, sa veuve, Emma Jung, lui a consacré un ouvrage entier. Bon, alors revenons à l'hypothèse donc du Da Vinci Code concernant le Graal, qui est le symbole de la féminité primordiale, et en fait la tombe de Marie-Madeleine contenant toutes les archives, stipulant avec précision et apportant la preuve que le Christ a eu une descendance avec Marie-Madeleine. Alors, que pensez-vous de cette hypothèse du Graal ? Alors là, on atteint le comble, là. Je dirais le comble de la supercherie. Et vraiment, là, nous sommes vraiment dans un domaine qui est aux antipodes du Graal. Oui. Alors là, évidemment, bon, ça, c'est des choses dont nous avons entendu parler déjà plus d'une trentaine d'années. D'ailleurs, je pense que Jean-Luc Chomel vous en dira quelques mots aussi tout à l'heure. Oui. C'est toute l'histoire d'un certain Pierre Plantard de Sanclair, qui était un faussaire professionnel, et qui a monté cette association du prieuré de Sion en 1956 et qui a commencé à échafauder cette longue lignée du Christ en passant par les Mérovingiens et dont lui-même, bien entendu, était le descendant du futur roi monarque, bien sûr. Bien sûr. Oui. Malheureusement, il y eut en 1993 une perquisition qui fut ordonnée par le juge Thierry Jean-Pierre chez lui, suite à l'affaire de Patrice Pelat, et on a découvert en fait tous les faux documents et toutes ces prétentions abusives à la descendance, on pourrait dire
monarchique en fait, Oui. de Serpentin de Sancler. Et alors là, évidemment, il a été obligé de faire mea culpa. Enfin, bon, je pense que vous reviendrez sur cet épisode tout à l'heure. Complètement. Mais oui, alors, oui, pour oui. cette histoire, bon, Dan Brown aura traduit le Graal comme le mythe de la féminité. Moi, je veux bien. Le Graal et surtout de la tombe de Marie-Madeleine, ça c'est encore autre chose. Le Graal, c'est avant tout la charis, c'est la charis décrite par saint Paul, c'est-à-dire c'est en fait la grâce. C'est vraiment l'élément le plus central et majeur du Graal. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est l'archétype des archétypes. Mhm. C'est-à-dire qu'en fait, dans la quête proprement dite du Graal, c'est-à-dire à travers les vrais textes littéraires que nous évoquions tout à l'heure, qui appartiennent en fait au monde celto-chrétien, si je puis dire, hein, aussi bien de l'autre côté de la Manche que de ce côté-ci, eh bien, on retrouve en fait une unité d'esprit où deux symboles sont indissociables, c'est la lance et la coupe. Ça, c'est très très important. Oui. D'ailleurs, là où Jung, évidemment, vous voyez trace de l'animus, l'élément masculin, et l'anima, l'élément féminin. Oui. Voilà. Mais justement, Dan Brown surfe sur cette crête, on dirait, le Graal en tant que symbole féminin. C'est pas complètement idiot non plus. Non, ce n'est pas cela. Mais le problème, c'est qu'il superpose Marie-Madeleine, Oui. dont on se sert en fait depuis nos 2000 ans de christianisme. On a vu que Marie-Madeleine était utilisée à tout point de vue en fonction des périodes que l'histoire a chevauchées en fait, hein. Oui. C'est-à-dire en suivant un petit peu finalement l'esprit général en fait qui flotte, hein. Mhm. Et là Marie-Madeleine, il est évident que elle devient dans le roman de Dan Brown, elle devient donc la compagne de Jésus, l'amante, etc. Ce qui n'est pas tout à fait neuf parce qu'on retrouvait ça dans des textes gnostiques. Il faut bien le savoir. Ça c'est extrêmement important. En 1896, quand on a retrouvé les fameux textes au Caire, hein, qui ont constitué la partie du codex de Berlin, hein, eh bien il y avait donc l'évangile de Marie, hein, Oui. qui est Marie-Madeleine. Oui, Bon, c'est et ça. il est évident qu'autour de cela, il y avait les questions de Marie, texte qui est arrivé un tout petit peu après, qu'on a retrouvé également, hein, qui date d'Épiphane, qui date du IIIe siècle, et dont on parle de Marie-Madeleine, la compagne de Jésus, c'est-à-dire koinonos, mais compagne mystique aussi, vous voyez. Oui, Il y a une allusion dans l'évangile de Philippe, hein, où l'on voit le baiser sacré, et alors les disciples se tournent vers Jésus et lui disent mais pourquoi nous tu ne nous embrasses pas de la même manière, ou etc. Vous voyez, des évocations de ce genre. Bon, ce sont les textes gnostiques, qui n'ont rien de neuf sous le soleil, je veux dire. Oui. Mais en réalité, ce qui est très important, ce qu'il faut savoir, c'est que le culte marial, lui, a été associé à la tradition gralique. Hein, parce que, par exemple, Marie est évoquée dans les litanies de la Vierge, on voit le vase spiritualé, vase spirituel. Mhm. Marie est le vase spirituel qui permet évidemment à Jésus de naître. Oui. Voilà. Oui. Alors on n'est pas obligé de partir évidemment dans ces élucubrations d'une lignée sacrée, d'autant que si l'on va jusqu'au bout de ce raisonnement, on peut en arriver à des déviations et un détournement finalement du mythe ancestral du Graal et en même temps de la tradition spirituelle gralienne, pour aboutir en fait à des fins pernicieuses, c'est-à-dire à une sorte de lignée élue avec un souci d'eugénisme manifeste. C'est-à-dire en fait une sorte de lignée avec un sang très pur, etc. Et on sait où ça nous mène, quoi. Ah oui, là on rentre sur des terrains très très dangereux et très glissants. Extrêmement dangereux, qui ont d'ailleurs déjà été soulignés par un certain nombre d'auteurs. Je pense par exemple à Régis Burnet dans son Marie-Madeleine, qui est apparu au Cerf il y a quelque temps. Il conclut son livre ainsi, et je pense qu'effectivement c'est très très dangereux. Le terrain est glissant. Et déjà, la préparation s'était faite à travers les ouvrages parus sur le 500, Holy Blood, Holy Grail, hein, de la plume, et maintenant de la plume de Begant, Lincoln, Richard Legge, enfin, je pense que vous y reviendrez également tout à l'heure, sur cette question, voyez-vous. Oui. Et ça fait 30 ans que c'est dans l'air, suite à l'affaire Plantard. Bon. Alors, puisque j'ai le plaisir de vous avoir avec nous, Patrick Rivière, donc, expliquez-nous donc ce qu'est en fait le Graal, selon vous. Eh bien, écoutez, c'est pas selon moi, mais c'est selon la tradition. Selon vos études, ce que vous en avez retiré. Selon les traditions. Il s'agit de voir que le Graal, par exemple, on en trouve une notion aussi bien dans l'ancienne Égypte avec le fameux Gardal qui gardait le feu sacré, hein, que l'on consacrait au dieu Ptah, qui est vraiment un dieu créateur de Memphis,
doté de pouvoirs théurgiques extraordinaires. Bon, Ouais. ça c'est déjà une image du Graal. Hein. On retrouve d'ailleurs ce même calice. Je vais avoir une interprétation un petit peu syncrétiste peut-être qui va nous faire voyager, mais j'ai retrouvé exactement l'équivalent en Himalaya. Hein. On voit des représentations tibétaines où le Graal contient le feu sacré également. C'est extrêmement important. Ouais. Bon, C'est là, on a vraiment un bien- symbole universel. Ah, Hein. c'est un symbole tout à fait universel et c'est en cela que j'insiste justement dans mon œuvre en fait sur ce point qui me paraît vraiment très important, c'est-à-dire que au-delà même du celto-christianisme, on peut retrouver trace de ce Graal qui en fait est lié à la connaissance suprême et à l'illumination. Par la grâce, bien entendu. Hein. Ouais, ouais, Bien ouais. entendu, c'est toujours l'idée majeure que l'on retrouve véhiculée dans toutes les traditions, dans tous les contextes. On pourra donner un certain nombre d'exemples si vous le voulez. Ah oui, oui, ben allez-y parce que là, ça devient franchement intéressant. Donc du coup, au moins Dan Brown nous aura permis de creuser ce sentier. Voilà, alors par exemple, dans la tradition indienne, on voit qu'il y a un vase particulièrement sacré qu'on appelle le vase samudra. Ouais. Et c'est dans ce vase samudra, par exemple, qu'on prépare le soma. Et le soma, c'est la liqueur d'illumination. C'est en fait, c'est ce qui remplit le saint calice et qui permet finalement de communiquer avec les dieux, avec le dieu Indra et avec le monde des dieux. On retrouve exactement l'équivalent en Perse avec le Aoma, qui conduit au bonheur suprême, ou Ananda. Ouais. L'amrita, vous avez peut-être entendu parler de ce. Non, qu'est-ce que c'est Mrita, c'est la mort, donc le A privatif dit sans mort, donc l'immortalité, la liqueur d'immortalité qui abreuvait les dieux Indra, Vishnu, Surya, etc. Dans le texte, dans le Yajna d'Agni, par exemple, on parle d'une coupe en or qui contient aussi le feu originel. Vous avez des tas d'exemples comme ça, et dans notre tradition à nous, proprement méditerranéenne, je dirais donc, si vous voulez, gréco-égyptienne en fait, eh bien vous avez la trace du cratère aussi, hein, dans les textes d'Hermès Trismégiste, un personnage assez curieux et qui eut quand même une importance parmi un certain nombre de gnostiques, si vous voulez, hein, dans le bassin méditerranéen. Eh bien, on a ces textes, ils ont été publiés aux Belles Lettres, ils ont été traduits il y a fort longtemps, et on retrouve évidemment une évocation d'un cratère, donc un grand, si vous voulez, un grand calice, un grand réceptacle en fait, qui contient le nous. Et le nous, évidemment, c'est l'esprit en fait. Ouais. C'est extrêmement spirituel en réalité. Hein. C'est très symbolique, c'est le réceptacle universel en fait. C'est le réceptacle universel de la connaissance et de l'amour divin en fait. C'est ça l'idée. Ouais. L'idée c'est cela. Donc justement par la grâce, il y a directement, d'ailleurs c'est ce qui se produit, d'ailleurs on voit très bien cela dans le film Excalibur de John Boorman, que pour ma part je trouve absolument extraordinaire, très beau film, très beau film. D'un symbolisme profond, puisque l'on voit que finalement Perceval accède en fait à la réalité du Graal, au château du Graal, quasiment dans une transe mystique en fait, et dans en tout cas de l'autre côté du miroir si vous voulez. C'est ce qu'on appelle l'autre monde en fait dans la tradition celtique. Oui, tout à fait, voilà. Tout à fait. Et dans ce rêve, dans ce songe tout à fait extraordinaire, alors il communique à la divinité et il a la réponse à ses questions. Et lui-même d'ailleurs doit poser la question essentielle en fait. Hein. Où est le Graal? C'est ça c'est la faute qui lui sera imputée d'ailleurs dans les textes de ne pas avoir osé poser cette question. Ouais. Ce qui est aussi quand même une belle image, je dirais, initiatique en fait. Donc vous venez... C'est une épreuve en fait, c'est une épreuve à vaincre. Oui, tout à fait. Donc vous venez de mettre à bas un mythe qui a enchanté des générations et des générations d'enfants qui étaient des admirateurs d'Arthur et des chevaliers de la Table Ronde, de Lancelot, de Percival. Le Graal, l'objet n'existe pas. Alors l'objet n'existe pas, ça c'est pas sûr. Hein. Mais non, parce que en fait, ce qui est vrai sur un plan peut être vrai aussi sur un autre. Donc on peut parler en fait de l'esprit du Graal, on vient d'en parler. Oui. On peut parler de l'âme du Graal, c'est-à-dire en fait comment vivre le Graal en soi aussi, bien sûr. Toute une mystique du Graal, pourrait-on dire, hein, comparable finalement aux illuminations vécues par des saints mystiques comme Sainte Thérèse d'Avila par exemple, ou Saint Jean de la Croix. Oui, dans d'accord. La nuit obscure, elle parle des châteaux de l'âme. C'est très très curieux quand même, Sainte Thérèse d'Avila. Et en même temps, on peut imaginer un corps du Graal, quoi. C'est-à-dire en fait un objet, pourquoi pas. C'est-à-dire en réalité, bien entendu, une relique. La relique qui aurait en fait servi à célébrer la scène donc le soir du Jeudi Saint. Oui. Et donc le Christ aurait utilisé ce calice qui vraisemblablement était tout à fait modeste. Hein.
Oui. Bien sûr, Ouais. comme on peut l'imaginer. Et puis ce même calice aurait servi le lendemain, finalement, à recueillir son sang, lorsque Joseph d'Arimathie, en fait, aurait Recueilli le sang du Christ. recueilli le sang du Graal, en recueillant en même temps le corps du Christ, quoi. Oui, tout à fait. Donc le rêve est encore permis. Oui, le rêve est tout à fait permis. D'ailleurs, il y a encore des quêteurs du Graal de par le monde. J'ai entendu parler d'un Italien il y a quelque temps qui prétendait l'avoir reçu d'une manière tout à fait mystérieuse. Enfin, Bon, par un Patrick adepte mystérieux. Bien sûr, il est tout à fait permis de rêver. Et en même temps, d'ailleurs, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a toute une histoire et en même temps légendaire aussi, bien sûr. Hein, donc il faut faire la part des choses, de la légende et de l'histoire, mais qui relie un certain nombre de courants. On a dit par exemple que les Templiers étaient détenteurs du Graal. Oui, On a dit tout que à les fait. Cathares étaient détenteurs du Graal. C'est vrai. Vous voyez ? Et puis, je dirais que chaque lignée, alors cette fois-ci une véritable lignée authentique, hein, je parle de lignée monarchique historique en fait, hein, on a prétendu qu'un certain nombre de seigneurs d'Espagne, eh bien, avaient eu une lecture du Graal qui leur avait permis soit de retrouver la relique, soit de savoir à quel endroit elle se situait. Ouais. Et ainsi, il y a plusieurs Graals identifiés quasiment comme tels. Il y en a un à Gênes, dans la cathédrale de Gênes, il y en a un dans la cathédrale de Valence, etc. Ah, il y a des Graals qui sont authentifiés, enfin qu'on présente comme étant on prétend comme étant le Graal. Bien le sûr. Graal original. Bien sûr, tout à fait. Et on a même fait des études très intéressantes en fait. Je dirais des études de type archéologique. Hein, Oui, tout à fait. Pour Oui. les dater, pour les authentifier. Oui. Et il y a même d'ailleurs un très curieux Graal qui aurait été rapporté spécialement, puisqu'on faisait allusion aux Templiers tout à l'heure, et d'ailleurs j'y reviendrai, qui avait été rapporté par le grand maître Guillaume de Senac, je crois en 1247, et qui avait transité en fait dans les Pyrénées et qui serait parti en Angleterre. Et il était attendu par le roi d'Angleterre. Et le grand archimandrite de Jérusalem, d'ailleurs, avait favorisé son départ. Ouais, et c'est le grand maître lui-même qui l'avait rapporté. D'accord. Et ça, c'est un fait qui est attesté quasi historiquement. Alors, quelle était la valeur de cette coupe ? Ça, nul ne le sait. Ça, on ne le sait pas. Mais en tout cas, je voudrais ajouter une toute petite chose, s'il m'est permis de le faire, par rapport à l'intervention de notre ami Jacques Roland tout à l'heure. Oui, bien sûr. À propos des Templiers, qui s'interrogeait sur cet ordre noir. Oui, secret, enfin noir dans le sens secret, obscur, hein, voilà. l'obscurité. Voilà. Il avait utilisé le terme, donc je le reprends. Oui. Je ne pense pas du tout qu'il s'agissait du prieuré de Sion. Hein. Non, on n'avait pas le nom. Il a bien dit. On ignorait le nom de cet ordre. Oui, mais alors justement, je voulais proposer quelques noms parce que l'on sait que dans la formation de l'ordre du Temple, il y a un certain nombre de confraternités qui sont intervenues. Il y a eu l'ordre des Frères d'Orient. Oui. L'ordre des Frères d'Orient qui a accumulé un certain nombre de notions pythagoriciennes. D'ailleurs, on pense que le fameux Michel Psellos, qui était assez près du pape, d'ailleurs, en faisait partie. Et bon, c'était des érudits et des mystiques d'une très haute valeur. Et on sait qu'ils sont intervenus. Oui. Il y avait également ce que l'on appelait l'ordre des Frères Kadosh, donc les purs, qui étaient beaucoup plus liés, en fait, à la tradition, je dirais, essénienne, à la tradition judaïque, en fait. Et puis il y avait aussi les Frères d'Amus. Voyez. Et on sait qu'il y a une certaine loge, la loge odino-celtique, qui est intervenue. Vous voyez tout. Enfin, autant d'éléments quand même qui laissent bien entendre qu'effectivement, si la légende prétend que nos Templiers ont été 9 pendant 9 ans, ils étaient bien entourés tout de même. Oui. Et le prieuré de Sion n'avait rien à voir là-dedans. Strictement rien à voir. Une pause, Patrick Rivière, et on se retrouve tout de suite après. Parce que là, j'ai un SMS tout à fait intéressant d'un auditeur qui vient de nous l'envoyer. Je vous poserai la question juste après cette courte pause. Je vous invite, vous qui nous écoutez, à venir vous joindre au débat. N'ayez aucune crainte, allez-y, envoyez vos réactions, vos réflexions, vos questions, soit par SMS, Sud, un espace, vous envoyez votre petit texte, vous envoyez le tout au 71 200, ou encore vous pouvez appeler notre standard 0826 300 300. Cyril est là pour vous accueillir. Les Enfoirés sur Sud Radio face à la mer dans Les Aventuriers de l'étrange. Nous explorons le Da Vinci Code de Dan Brown. Vous savez que le film sortira en grande pompe puisque ce sera au Festival de Cannes la première mondiale. Et il sortira dans toutes les salles en même temps, dans le monde entier, le 19, autrement dit jeudi prochain. D'ailleurs, j'irai le voir. J'ai le plaisir de pouvoir aller le voir avec certains de mes collaborateurs en avant-première le 18. Donc on ira
voir ça. Et puis on vous en parlera évidemment le week-end prochain. Patrick Rivière, l'auteur d'un très bon livre qui s'intitule Le Graal aux éditions du Rocher, est en notre compagnie. Et dans quelques instants, Jean-Luc Chemeil viendra nous rejoindre, qui est un réalisateur et auteur également de nombreux livres. Avec lui, on parlera du prieuré de Sion, de celui qui a exhumé les soi-disant documents, ce monsieur qui s'appelait Pierre Plantard, dans les années 50. On en parlera. Mais alors, revenons avec vous, Patrick Rivière, sur les Templiers qui auraient, dites-vous, avez-vous dit tout à l'heure, possédé le Graal. Je suis très étonné parce que les Templiers, ce n'était pas n'importe qui quand même. Ils savaient, on ne peut pas les soupçonner de trafic comme ça se faisait souvent à cette époque-là de reliques. Ah, je n'ai pas dit que les Templiers non, tout à fait. le Graal. J'ai dit que c'était une des sources que l'on avait évoquées, c'est-à-dire les Templiers détenteurs du Graal, les Cathars détenteurs du Graal, enfin voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les Templiers étaient détenteurs au moins de cette mystique du Graal. Oui, tout à fait. Ça, c'est certain. Oui. Donc tout le symbolisme et toute la mystique que nous avons évoquée précédemment, ça c'est une chose. Oui. Mais les chevaliers du Temple, évidemment, étaient au courant de cette interprétation du Graal. Je vais même aller plus loin, si vous voulez, revenir même sur cette émission que nous avions faite récemment sur l'alchimie, puisque nous avions parlé de cet élément tout à fait curieux qui était le Baphomet chez les Templiers. C'est vrai, oui, tout à fait. Le Baphomet, c'était quoi? C'était un crâne, ne l'oublions pas. Et tout à l'heure, je vous ai également parlé du Graal sous la forme du crâne. C'est vrai. Et c'était un crâne, en fait c'était une tête qui avait sous ses aspects géométriques désigné un certain nombre de symboles, et de symboles opératifs représentant le grand œuvre. Oui, tout à fait. Oui. À cette connaissance alchimique, si vous voulez. Oui. Alors je vais vous donner une petite notion facile, je pense, à saisir comme ça au premier instant, c'est l'idée du feu haut. Vous savez, les alchimistes utilisent cette expression, le feu qui ne brûle pas, l'eau qui ne mouille pas les mains, etc. Eh bien, en fait, on peut imaginer que, en quelque sorte, le feu haut, c'est-à-dire le constituant, ce liquide d'immortalité, en fait, la pierre philosophale, si vous voulez, ou l'élixir de longue vie, eh bien, c'est le contenant du Graal, bien entendu. Oui. Et alors, c'est le contenu du Graal, pardon, excusez-moi. Oui, tout à fait. C'est le contenu, le calice n'en étant que le contenant, voilà. Et à ce moment-là, évidemment, il y a complémentarité entre le crâne, le calice et le contenu qui est en fait donc la préoccupation des alchimistes, c'est-à-dire en fait la pierre philosophale. Et d'ailleurs, combien d'auteurs ont assimilé la pierre philosophale au Graal? La quête de la pierre philosophale, c'est la quête du Graal. Oui. Alors là, je vais faire un petit mea culpa parce que j'ai annoncé la sortie du film pour le 19 et Pierre Massias, mon collaborateur, j'ai vu ses moustaches se friser. Non, en fait, c'est le 17 que sort le film. Donc voilà, c'est ce petit récapitulatif. Vous ne m'en voudrez pas, c'est le 17 que sortira le film et j'aurai le plaisir d'aller le voir en avant-première. Patrick Rivière, vous irez le voir ce film? Vous vous déplacerez pour aller le voir ou vous estimez ça inutile? Non, j'irai le voir tout de même. Dites-moi. Ne serait-ce que pour le plaisir de voir Audrey Tautou et Tom Hanks. Et Tom Hanks, oui, et Jean Reno également qui joue dans ce film, et une pléiade d'acteurs tout à fait intéressant. Oui, mais qui joue un rôle bien particulier. Oui, c'est vrai, je vous l'accorde. Dites-moi, il y a un SMS qui vient d'arriver au 71 200 qui dit ceci: serait-il possible que le Vatican détienne un grand secret qu'il ne doit jamais dévoiler, car toutes les religions et les croyances seraient remises en cause et s'effondreraient s'il était révélé à l'humanité? Ça fait partie aussi de ces séries de questions. Bien sûr. C'est tout à fait possible. Il est évident que, par exemple, sur la période du début du christianisme, il y eut une multitude d'évangiles, dont la plupart, évidemment, sont apocryphes. Il y a une trentaine d'évangiles. Ensuite, il y a tous ces textes gnostiques qui apparaissent. Il est évident que on pourrait dire que pendant des décennies, en fait, l'Église a cherché d'abord à assumer la doctrine, si vous voulez, et en fait à se protéger en réalité de toutes les hérésies possibles et imaginables. Oui. Et il est évident qu'en faisant ça, elle a fait certainement table rase de choses extrêmement intéressantes. Regardez ce qui se passe par exemple pour l'évangile de Thomas. L'évangile de Thomas, qui est un évangile gnostique, mais qui est extrêmement intéressant et qu'on pourrait considérer, certains le font d'ailleurs, comme le 5e évangile.
Ah oui? Ah oui, absolument. Je pense par exemple à des gens comme Jean-Yves Leloup. Oui. En 2 mots, que contient cet évangile? En 2-3 mots avant d'accueillir Jean-Luc Chomeil. L'évangile de Thomas? Oui. Eh bien, dans l'évangile de Thomas, il y a une préoccupation justement constante de la connaissance mystique finalement par une illumination directe en fait, et non pas simplement par un discours et par une réception purement intellectuelle. Et alors, ce qui est très curieux, puisqu'on parle de l'évangile de Thomas, je fais une petite parenthèse. Si vous voulez, il y a en fait dans l'évangile de Thomas l'évocation d'une autre compagne de Jésus, voyez-vous. Ah et là, bon? cette fois-ci, c'est pas Marie-Madeleine, mais c'est Salomé. Alors, c'est pas la Salomé évidemment que nous connaissons, et qui a malheureusement été à l'origine de la décollation de Jean-Baptiste. Hein. Oui, d'accord. Et enfin, là, il s'agit de Salomé. Non, mais soyons un petit peu plus sérieux, si je puis dire. Non, l'idée de compagne mystique est tout à fait comprise, je veux dire. Et effectivement, on peut admettre que l'Église n'ait pas voulu insister là-dessus et que même elle est complètement voilée cette question, bien sûr. Oui. Mais on n'est pas non plus obligé d'imaginer avec cela une longue lignée de petits mérovingiens qui seraient destinés plus tard, avec un sang très pur, à prendre les commandes de la planète. Et pourquoi pas? Parce que souvenez-vous tout de même que je parlais de la liaison entre le Graal et la lance tout à l'heure. Mais la lance, il y avait une certaine lance quand même à Vienne, qu'un certain Adolf Hitler venait particulièrement adorer et vénérer, et que l'on appelait à l'époque la lance du destin. Oui. Alors il faudrait pas qu'on en fasse la même chose. Non, et lui aussi cherchait le Graal, si mes souvenirs sont exacts. Bien entendu. Oui. Donc méfiance quand même où on met les pieds. Là. Oui. Non, le Graal c'est le plus beau symbole en fait de la connaissance illuminatrice et à ce titre on peut continuer à le chercher. Bon. Accueillons ensemble Patrick Rivière, Jean-Luc Chomeil qui vient de nous rejoindre. Jean-Luc Chomeil, bonsoir. Bonsoir. Patrick Rivière vous entend, si vous voulez le saluer. Bonsoir Patrick. Bonsoir Jean-Luc. Alors Jean-Luc Chomeil, vous êtes réalisateur, également auteur de nombreux romans. Il y en a un justement que vous allez publier, c'est un ouvrage qui s'appelle Le Testament du prieuré de Sion. Il paraîtra le 15 juin de cette année, donc très bientôt aux éditions Pégase. Et bientôt est reparu, d'ailleurs ça a été republié aux éditions Pégase également, le numéro 18 de la revue Charivari qui était sorti en 1973 sur le prieuré de Sion. Alors, je vous ai demandé, sur les conseils de Patrick Rivière d'ailleurs, parce que rendons à César ce qui appartient à César, de venir dans cette émission Les Aventuriers de l'étrange, car vous avez, vous, très largement enquêté sur le prieuré de Sion. C'est un dossier que vous connaissez très très bien, et vous avez rencontré Pierre Plantard, qui est à l'origine un petit peu de ce dossier. Alors je sais que ce dossier est très complexe, il a des ramifications complexes, mais je vais vous demander de nous raconter historiquement ce qui s'est passé, votre rencontre avec Pierre Plantard, et ensuite les chevaux que vous avez réussi à dévider petit à petit à force de patience et d'enquête. Alors d'abord, Pierre Plantard a fait ressortir le prieuré de Sion en quelle année? Pierre Plantard a subi, comment dirais-je, une montée en puissance très importante. Oui. Il a d'abord été un homme qui ne croyait pas, qui croyait en Dieu, qui voulait être prêtre. Oui. En fait, il a été sacristain à la paroisse Saint-Louis d'Antin. Il avait déjà un goût prononcé pour les pseudonymes. Il a commencé par s'appeler Pierre de France, ce qui en dit long sur sa mentalité, une certaine mégalomanie. Ouais. Je dis toujours que c'était un personnage très amusant, qui faisait rire, et qui était toujours très méfiant. Il refusait de prendre un verre avec vous, il refusait de manger aussi, parce qu'il avait peur d'être empoisonné. Et au fur et à mesure que sa mégalomanie a joué, il a été, il se mêlait de toutes les grandes affaires. Il a commencé à envoyer des tracts anonymes en Bretagne sous le pseudonyme de Varan de Vincestras. Il voulait attirer l'attention sur lui. D'accord. Alors, il se servait de personnages
qui mouraient les uns après les autres. Donc à chaque fois qu'on faisait une contre-enquête, impossible de trouver le personnage. Il était décédé malheureusement. Voilà. D'accord. Et il a commencé à créer une série d'associations dans les années 1900, on va dire 39-45, qui ne verront pratiquement jamais le jour. Ces premières associations sont à Alpha Galate, sont Alpha Chevalier de Lumière, puis Académie Latine, une série d'associations. Alors il y a tout un dossier que je vais publier dans le Testament du Prieuré de Sion, qui n'est pas un roman, contrairement à ce que vous avez dit. Non, j'ai dit un ouvrage sur justement le Prieuré de Sion, exact. Ouais. Et donc je vais publier tout ce dossier, y compris les rapports des renseignements généraux des associations de l'époque, qui montrent que il avait un certain nombre de difficultés, aussi bien avec les autorités françaises de l'occupation qu'avec les autorités allemandes. Et on voit dans ces rapports une petite synthèse de Pierre Plantard, un illuminé, un être qui veut attirer l'attention sur lui, qui adresse une lettre au maréchal Pétain, qui parle d'un complot judéo-maçonnique, etc., etc. Très bien. On voit déjà que le personnage, finalement, n'est pas tellement pris en considération. Et la conclusion du rapport dit que, finalement, on nous annonce 6373 membres, mais ils ne sont qu'une vingtaine. Dans le Prieuré de Sion, dans ce qu'il annonce être... Non, et le Prieuré de Sion viendra plus tard. Ah, d'accord. Le Prieuré de Sion, c'est une association qui sera montée en 1956 dans la région d'Annemasse, tout simplement parce que entre Annemasse et Genève, il y a un mont Sion, et que Plantard habite avec plusieurs collègues dans les HLM de l'époque, et qu'ils ont tout simplement l'intention de préserver la vie associative, de faire une association pour défendre les intérêts des HLM du coin. Il y a un côté Boy Scout où chaque année doit envoyer les enfants à Plétain, les grèves, qui est en Bretagne. Et on est loin d'une société secrète, on est loin d'une société qui remonterait à Godefroy de Bouillon, et Plantard, en fait, il essaye d'attirer l'attention. Mais on peut comprendre Plantard que par rapport à deux autres personnages qui vont former un trio assez infernal, c'est l'un de ses collègues qui s'appelle le marquis Philippe de Cherizet, qui lui a 14 quartiers de noblesse, oui, et qui appartient à un mouvement surréaliste qui s'appelle Oulipo. Ensuite, le problème, c'est que ce marquis, cet authentique marquis, ça il faudra bien le retenir, parce que ça devient l'ami, le premier ami de Pierre Plantard. Oui. Lui, il n'a pas de problème. Il suffit d'ouvrir un dictionnaire de la noblesse. Il a plus de 14 quartiers de noblesse, et on le trouve dans le Douglas et Morenas, etc. Et le problème, c'est que Plantard, lui, n'a pas il est le fils d'un paysan, qui habitait la Bretagne, et donc il commence par s'appeler Pierre de France. C'est un petit peu un jeu entre eux. Ah bon, toi t'es marquis, ben moi je suis roi. Et c'est un petit peu la conclusion après une très longue enquête où l'on arrive facilement. Seulement, il leur manque quelqu'un. Il leur manque un rowriter. Et il leur manque un spécialiste. Et là, ils vont trouver, Plantard va trouver Gérard de Sède. Alors, contrairement à ce qu'on croit, il y a après la tentative de ces multiples associations, il y a un événement majeur qui se passe, c'est 1947, la découverte des manuscrits de la Mer Morte. Et évidemment, Plantard lit les journaux. Ça, c'est aussi assez récurrent parce qu'il s'en sert, il lit surtout les faits divers. Mais là, il voit l'histoire des manuscrits de la Mer Morte et il suit cette épopée, cette odyssée, avec évidemment toutes les premières interprétations. Oui.
Et surtout, il ouvre le Figaro de 1952, et à la une du Figaro de 1952, il est marqué le rouleau de cuivre de Qumran indique que 200 tonnes d'or sont cachées dans la région de Qumran. Alors pour lui, c'est une révélation. Il a le fil conducteur d'une histoire et il va donner cette histoire à Gérard de Sède. Et cette même histoire va être transposée en un premier temps à Gisors, d'où la multiplication et les confections de faux documents dans l'affaire de Gisors. Et c'est ainsi qu'on va pouvoir lire dans un document apocryphe déposé à la Bibliothèque nationale, les dossiers secrets, dans les 30 coffres de fer à Gisors, les archives du prieuré de Sion existent. Autrement dit, on est en train, depuis 1939, de faire une propagande pour l'existence d'une société secrète qui n'existe pas. Donc il a tout créé de A à Z. Disons qu'ils ont été tous les trois à créer. Ils travaillaient chacun de leur côté, mais le maître d'œuvre était bien Pierre Plantard. D'accord. L'érudit était le marquis Philippe de Cherizet, et le writer... Et l'écrivain, celui qui mettait tout ça en forme, c'était Gérard de Sède. Gérard de Sède. Et la première histoire qu'ils vont sortir, c'est Gisors. Et Gisors, on se rappelle, 1961, les Templiers sont parmi nous, sortent avec fracas, et une polémique s'instaure, parce qu'évidemment, la chapelle Sainte-Catherine, sous la mode du donjon, n'a pas l'heure de plaire aux archéologues locaux, M. Debouard, etc., l'ingénieur des monuments historiques. Mais Malraux entre dans la danse, Malraux qui a déjà fait des fouilles à Ancor et ailleurs, et envoie, lui, ses spécialistes, le colonel Lefebvre, du 12e génie, aller jusqu'au bout, c'est-à-dire aller faire des sondages jusqu'à la nappe phréatique, et l'affaire de Gisors s'écroule, parce que la chapelle Sainte-Catherine, sous la mode du donjon, personne ne la trouve, y compris le génie militaire. D'accord. Cela étant dit, il y a eu aussi pour Gisors une longue préparation, c'est-à-dire qu'on a gommé sciemment tous les éléments ayant trait à la chapelle Sainte-Catherine, on les a volés à la bibliothèque de Louviers, volés à la Bibliothèque nationale, mais il en reste un à la bibliothèque à la bibliothèque du Louvre, qui s'intitule « À propos de sculptures disparues » par Claude Rouit-Berger en 1947. Mais alors, qu'est-ce qu'on voit dans ce document? Qu'est-ce qu'on voit? On voit que la chapelle souterraine, la chapelle Sainte-Catherine, a bel et bien existé, qu'elle était située devant le portail nord de l'église Saint-Gervais-Saint-Protais, et qu'elle a été créée en 1522 par les seigneurs des Fouilleuses de Flavacourt, un village voisin de Gisors, et que donc toute l'histoire s'écroule. Et comme l'histoire s'écroule à Gisors, peu importe pour Plantard, l'affaire se décale sur Rennes-le-Château, avec toujours le même scénario, c'est-à-dire on attire les gens avec l'hypothèse et la conception d'un trésor, et là on prend un curé fantasque qui faisait argent de tout, commandé par un évêque qui lui-même a été attaqué pour détournement d'héritage, à savoir Monseigneur Billard. Et donc on se sert de cette affaire, on déplace l'affaire de Gisors à Rennes-le-Château. Et ce que je veux dire, c'est que le fameux trio, au départ, faisait ça comme un jeu surréaliste. Donc c'est la première version du prieuré de Sion. Là, il n'est pas question de descendants de Jésus. Pierre Plantard et, s'amusent avec le marquis, et ils ont un excellent magnétophone qui s'appelle Gérard de Sède, plus communément appelé sous le nom de Gérard de Liéhou. Mais c'est un jeu dangereux quand même. C'est un jeu dangereux quand même. C'est un jeu dangereux, mais c'était l'époque, les surréalistes devaient faire des actions militantes. Un autre exemple, par exemple, c'est l'affaire Humeau. En 1950, vous aviez un écrivain qui s'appelait Sesma, qui réunissait toute la jet-set à Madrid dans un café très chic, Jean Flore à Paris, qui s'appelait la Balénague à Legré. Et là, il s'amuse à dire, tiens, il y a un papillon qui vole, donc c'est un extraterrestre, il fait un message, et puis après, ils font des lettres anonymes. C'est la première phase de l'affaire Humeau.
Et de l'affaire Humeau, 1950, version Sesma, on arrive à l'affaire Humeau, version Antonio Ribera, qui fait un best-seller en Espagne à l'époque. Et puis on arrive à une troisième phase, qui est celle de Jean-Pierre Petit, directeur au CNRS, qui copine avec Fariols, qui détient toutes les lettres humites, prétendues humites, envoyées dans toute l'Europe, mais avec des fautes d'orthographe à consonance espagnole. C'est un jeu, quoi. C'est un jeu. D'accord. Alors, donc la première partie, le jeu surréaliste, s'établit. On déplace une histoire qui s'est passée réellement au Moyen-Orient. On la colle à Gisors. Gisors, ça marche plus. On la place à Rennes-le-Château, mais entre-temps, on fait de la propagande pour une société secrète qui n'existe pas. Et ça, c'est le premier volet, la première version du Prieuré de Sion. Ouais. Là, on ne parle pas ni de Jésus, ni de Marie-Madeleine. À ce moment-là, vers 1980, je suis contacté par une journaliste anglaise qui s'appelle Jania McGillivray, qui fait un reportage pour SIPA Press, et qui, pendant 6 mois, va essayer de décortiquer toute cette affaire et surtout de faire une analyse, une contre-enquête critique. Et vous vous rendez compte, on est en 1980. Ouais. Ce que je viens de vous dire, avec les éléments, je lui apporte les éléments, mais comme elle veut rentrer à la BBC, et elle sait que Henry Lincoln, de son vrai nom Susskind, qui est d'ailleurs lui aussi un acteur de cinéma, hein, c'est assez amusant parce que Philippe de Cherizet était un acteur de théâtre de série B, mais Henry Lincoln s'appelle Henry Susskind, est un acteur de cinéma de série B, il joue Bayard, vous pouvez taper sur Internet, voir en tenue templière d'ailleurs, c'est assez amusant. Et là, donc, tout un dossier est préparé, et ce que veut le trio, on va dire anglais avec Henry Lincoln, néo-zélandais avec le documentaliste Michael Bygant, et américain avec le noveliste, c'est-à-dire le romancier qui a déjà écrit des livres sur Dracula, Richard Lee, qui porte à l'époque une belle moustache et aussi un grand blason des Habsbourg. Et ces gens-là veulent à tout prix rencontrer Plantard. Ça se passe dans une galerie surréaliste, qui a été à l'époque la galerie de ma mère, qui était consacrée à Man Ray, Picabia, Breton. Et ils vont faire la seule interview d'ailleurs télévisuelle de Plantard. C'est ce qu'on voit dans tous les documentaires qui passent. On voit souvent des extraits de ça. Et là, ça va être très folklorique. Donc, je répète, le trio en question qui a écrit le best-seller en 1981, qui s'appelait Holy Blood, Holy Grail, était parfaitement au courant de par le travail qui avait été fait avec Jania McGillivray, que toute l'affaire n'était qu'une succession de montages et on va dire d'une affaire déplacée. Il savait que c'était une supercherie de A à Z. Il savait que c'était une supercherie de A à Z. Michael Bygant était prévenu. J'ai déjeuné à plusieurs reprises avec Henry Lincoln. Il le savait aussi. Et pourtant, qu'est-ce qui se passe? Le livre sort et là, au stupeur, on s'aperçoit qu'ils ont rajouté de la sauce, comme on dit dans le métier. C'est-à-dire que les Mérovingiens deviennent les descendants du Christ, tout ça parce qu'il y a une fausse interprétation du mot Saint Graal, une erreur de copiste du XIVe siècle, où ils disent que c'est le sang royal. Et ça, tout le monde sait que la seule idée qu'ils ont eue, c'est cette erreur de copiste, mais ils n'ont pas vérifié avec des spécialistes que le mot réel, c'était bien Saint Graal et non pas sang royal. Ce qui a été repris par Dan Brown, d'ailleurs. Voilà. Et évidemment, Dan Brown va reprendre ça. Mais la nouveauté aussi, c'est qu'ils reprennent une vieille idée d'un pasteur autrichien en 1850, par exemple, qui, lui, déjà parlait de l'histoire de Jésus marié avec Marie-Madeleine. C'est quelque chose de récurrent dans l'histoire. Oui, on le retrouve assez souvent, oui. Donc, ils reprennent ça, mais ils font un processus d'amalgame en l'associant avec les Mérovingiens. Et Plantard est stupéfait. Il était interviewé à l'époque, en février 82, par Jacques Pradel,
Et il proteste. Il dit oui, messieurs les Anglais ont fait un roman. Ils disent que je suis descendant de Jésus. Je prends ça comme une plaisanterie. Autrement dit, il proteste d'une façon vraiment très molle. Et alors là, je suppose qu'il y a peut-être eu des intérêts financiers à l'époque. Possible. Mais il proteste quand même. Et Plantard à la radio, Plantard chez Jacques Pradel, c'est entièrement nouveau, parce que c'était un personnage, comment dirais-je, extrêmement discret, qui préférait tirer les ficelles avec plusieurs personnes. Que d'être en pleine lumière. Voilà, que d'être en pleine lumière. Mais il proteste quand même. Et évidemment, il est dépassé. Cela étant dit, les Anglais font un second livre, Le Message. Ils font un troisième livre et à chaque fois, ils reprennent toujours la même histoire en essayant de mettre des faisceaux d'hypothèses dans le cadre de cette histoire qui, on le sait très bien, vient du mot Saint Graal, c'est-à-dire le Saint Graal, et d'une erreur de copiste du XIVe siècle. Alors là, c'est fabuleux. C'est assez extraordinaire. Jean-Luc Chomeil, on va faire une première pause et on se retrouvera tout de suite après, parce que j'aimerais après que l'on discute ensemble de Dan Brown et de ce roman, le Da Vinci Code, pour savoir un petit peu ce que vous en pensez. Juste avant de faire cette courte pause, vous l'avez lu le Da Vinci Code? Oh, bien sûr, je l'ai même lu en anglais. Ah bon? On me l'a envoyé gentiment en anglais. Oui. Après, je l'ai relu en français quand il a été traduit. Oui. Bien sûr. Oui, bon, alors, une pause et on en reparle tout de suite après. Magnifique reprise de cette chanson de U2 One avec Mary J. Blige sur Sud Radio dans Les Aventuriers de l'étrange. Nous attaquons notre toute dernière ligne droite malheureusement concernant le Da Vinci Code de Dan Brown avec nos deux invités, Patrick Rivière qui est en notre compagnie, avec qui on a parlé du Graal, et Jean-Luc Chomeil qui est auteur de nombreux romans dont le roman qui va sortir bientôt, Le Testament du prieuré de Sion aux éditions Pégase. Ça sortira le 15 juin 2006. Alors Patrick Rivière, vous aviez dit tout à l'heure concernant Pierre Plantard qu'il avait vécu, enfin il y avait eu une perquisition en 96, c'est ce que vous avez dit. En 93, oui. En 93. À l'affaire de Patrice Pelat. Oui. Donc il y a eu une perquisition, c'est Thierry Jules Jean-Pierre qui l'a organisée. Oui. Et on a retrouvé chez lui des documents, des faux évidemment, des fausses chartes attestant qu'il était légitime successeur des monarques de France. Voilà. Alors on lui a intimé évidemment de se débarrasser de tout cela. Il a fait un mea culpa, il s'est agenouillé. Et voilà. Bon. Et il s'est retiré à ce moment-là. D'ailleurs, je crois que ça correspond à peu près au moment où il s'est retiré, puisqu'il s'était retiré une première fois du prieuré de Sion, il était revenu, et puis là, il est reparti définitivement jusqu'à son décès. Mais enfin, actuellement, il y a plusieurs prieurés de Sion. Oui, parce que Jacques Roland me faisait part, lorsqu'on a préparé l'interview ensemble, que hier, il y avait un secrétaire du prieuré de Sion qui est venu sur une chaîne du câble parler du prieuré de Sion et qui avait l'air totalement illuminé d'ailleurs. Ah oui, bien sûr. Jean-Luc Chomeil, parlez-nous de cette conclusion rapidement, parce qu'après j'aimerais qu'on parle de Dan Brown et de ce livre, le Da Vinci Code. Perquisition en 93, bon là c'est fini. Oh, c'était fini bien avant. Ouais. Mais le problème de la perquisition de juge Thierry Jean-Pierre venait après encore un envoi multiple de lettres anonymes qui étaient envoyées à toute la presse. Et là, il s'est trouvé qu'ils avaient tapé un peu trop haut parce que, naturellement, comme d'habitude, Patrice Pelat apparaissait comme le grand maître du prieuré de Sion. Évidemment, et naturellement, comme d'habitude, Patrice Pelat venait de mourir. Et donc, il pouvait pas répondre. Bah oui. Et comme le juge Jean-Pierre, pour d'autres raisons, à l'époque, était très impliqué dans l'affaire Patrice Pelat, il a été perquisitionné chez Plantard. Et il faut bien dire aussi une chose, c'est que les minutes de la perquisition ont été publiées en tout petits caractères sur les 3 ou 4 premières pages. Alors, je ne sais plus si c'est l'Express ou le Point à l'époque. Ouais. Et effectivement, on a un certain nombre de points de détail où on retrouve des dizaines et des centaines de tampons. On retrouve des lettres à en-tête qui ont servi à faire défaut, comme
la librairie Antiquarian Legal de Londres, et ça c'est pour l'affaire de Rennes-le-Château. On prenait une lettre en tête et on tapait ce qu'on voulait dessus. On retrouve tous les cachets du prieuré de Sion, et tout ça évidemment est parti au panier. Ouais, ouais. Mais alors, il n'a pas donné sa démission, il a fait semblant de donner une démission d'une société qui n'existait pas. Oui. Ça c'est un point tout à fait différent. C'est vraiment les méandres du cerveau de ce monsieur étaient vraiment très complexes à suivre. Heureusement que vous avez dévidé les chevaux. Mais alors dites-moi. Mais alors, en fait, il y a eu 3 prieurés de Sion. Il y a eu on va dire le premier prieuré de Sion, c'est le trio, Plantard, Cerise et de Cède. Ouais. C'est un jeu surréaliste qui va un peu loin, certes. Le problème, c'est que après il y a un deuxième prieuré de Sion. Là, c'est le prieuré d'un deuxième trio, c'est-à-dire Michael Bygant, Henry Lincoln et Richard Lee. Et là, on a affaire à un prieuré de Sion, si on lit bien les conclusions de l'énigme sacrée en français, qui est complètement dénaturé par rapport au premier. C'est-à-dire que là, il y a l'histoire de la descendance de Marie-Madeleine. Alors tout le monde sait, il suffit d'écrire les livres, que Marie-Madeleine, c'est quand même un symbole, le symbole du phénix, de la résurrection, et que ça c'est ce qui a trait au christianisme. Le christianisme triomphe parce qu'il y a ce symbole qui est incarné dans Marie-Madeleine, Marie de Béthanie et Marie de Magdala. Donc on sait très bien que c'est un symbole, c'est pas quelque chose, c'est pas Marie-Madeleine en tant que personnage historique. Oui. Et là, avec Dan Brown, on va faire l'inverse. Et là, on a un autre côté des choses, mais il y a aussi une espèce de manipulation, parce qu'on associe le prieuré de Sion au sage des protocoles de Sion. C'est dans l'énigme sacrée, c'est dans le message, et c'est aussi dans Dan Brown. Alors là, il y a un côté géopolitique qui est nettement plus dangereux, parce que l'histoire de ce faux grossier d'un Français, Alice Joly, tiré d'un extrait de Machiavel, repris par la police tsariste en 1905 pour faire les pogroms juifs, et repris par qui, vous savez, l'homme à la moustache, Adolf Hitler. Oui. Il est bien certain que là, c'est nettement différent. Et quand on sait qu'aujourd'hui, en Syrie, en Iran, au Liban, il y a les sages des protocoles de Sion sont donnés comme un élément pédagogique aux enfants, on est en train d'attiser les choses, de donner une envergure, quelque chose qui n'existe pas. Oui, on part en vrille, comme disent les jeunes maintenant, hein. Oui, on part plus qu'en vrille. Là, on est en train de jouer avec de la dynamite et de la dynamite extrêmement puissante. Donc, mais alors, dites-moi, il y a une manœuvre de propagande. Alors, justement, parce que là, c'est inquiétant ce que vous dites. Vous dites que quand même le prieuré de Sion, c'est à prendre avec des pincettes, parce que c'est quand même très les sages du prieuré de Sion, c'est ça ce que vous avez dit, hein? Les protocoles des sages. Voilà. Les protocoles des sages du prieuré de Sion, c'est quand même antisémite. C'est quand même tout sauf recommandable. Oui, c'est le modèle de la théorie du complot, le complot judéo-maçonnique. Voilà. Mais alors, quid de Dan Brown qui reprend ça dans son roman en faisant l'ordre qui est là pour défendre, je dirais presque, la veuve et l'orphelin? On va revenir à un petit point de détail qui vaut quand même son pesant d'or pour comprendre que derrière Dan Brown, il y a du monde qui a un aspect géopolitique, et aussi pour comprendre ce qui s'est passé avant. Oui. Derrière quand les trois, le deuxième trio, c'est-à-dire Michael Bygant, Richard Lee et Henry Lincoln, étaient à tourner leur première interview de Plantard en 1981, il y avait un producteur qui s'appelait Roy Davis. Bon. Il y avait aussi un autre personnage qui s'appelait Colin Bloy. J'ai été invité un soir chez Colin Bloy. Colin Bloy, ce n'est pas n'importe qui. C'était le président de toutes les encres d'imprimerie en Europe. Il avait le siège central à Barcelone. Il avait un appartement situé en face de la Tour Eiffel, magnifique. Et c'était aussi un ancien des services de Sa Majesté, puisqu'il se vantait d'avoir fait un certain nombre d'opérations
de propagande anticulturelle. Bien. Et on a été reçus, ma femme et moi, chez lui d'une façon royale. Et à 3 heures du matin, ce personnage, Colin Boyle, disait tout simplement, bon, Jean-Luc, qu'est-ce qu'on fait avec cette histoire du prieuré de Sion? L'air de dire comment on va manipuler ça, le remettre à la mode, en faire de la propagande. Et ça, c'est un fait. Il ne faut pas oublier aussi une chose, c'est qu'à l'époque, Lincoln n'était qu'un pigiste à la BBC, que Richard Lee était encore un étudiant et que Michael Bat Jones était un étudiant et documentaliste, que Richard Lee était un auteur qui avait écrit 2 ou 3 livres sur Dracula de science-fiction aux États-Unis, oui. et qu'ils étaient sans le sou. Or, quand sort le livre, un mois avant que ne sorte Holy Blood et Holy Grail en Angleterre, il y avait des affiches sur tous les bus de Londres de plus d'1 mètre. Et c'est pas l'éditeur Jonathan Kent qui a fait le coup. C'est quelqu'un qui a payé. Et ce quelqu'un qui a payé, il était là à l'émission, à la production de la BBC, et il s'appelait Colin Boyle, parce que c'était lui le milliardaire. Et comme c'était un ancien des services de Sa Gracieuse Majesté, on peut deviner que là, il y a eu manipulation. Il y a eu manipulation. Et il en est de même dans l'histoire, dans le contexte américain actuel, et dans le contexte de la femme de Dan Brown, Blithe, il y a toute une mouvance à travers, soi-disant, l'étude des arts plastiques, etc. Il y a beaucoup de baratin là-dessus. Mais derrière tout ça, il y a un certain nombre de sectes qui gravitent, qui sont elles-mêmes manipulées, et on voit très bien que là aussi il y a une opération assez grossière, assez grossière de contre-information, de révisionnisme qui est en train de se passer. C'est très dangereux finalement ce que vous êtes. Finalement, ça devient très dangereux. Et pour vous donner quand même la puissance de cet ordre, de ce mouvement, il y a quand même une puissance financière qui n'est pas faible. C'était pour la France, et il suffit d'aller à la Concorde, vous allez voir comment est décorée la Concorde. C'est un véritable studio du Code da Vinci. La Concorde, la station de métro, je parle. Oui, tout à fait. Oui. Mais aux États-Unis, c'est à peu près pareil. Et moi, j'ai fait personnellement je crois, pour l'Australie, là, je viens de faire j'avais fait l'année dernière un document pour la CBS. Les éléments que je vous donne, je les ai donnés à l'Australie, à l'Angleterre, aux États-Unis. On voit ce qui reste au montage. C'est-à-dire que bien sûr, sur des faits précis, sur les documents, etc., on parle de l'histoire de Rennes-le-Château, qui finalement n'est qu'un prétexte, ou on parle de l'histoire de Gisors, qui est aussi un prétexte, mais qui montre quand même bien l'esprit. On coupe pas mal d'éléments qui ont trait à ces manipulations qui sont incontestables. Donc, d'après vous, ce roman de Dan Brown, le Da Vinci Code, avec cette déferlante sur le monde entier, et cette, entre guillemets, remise en selle de ce pseudo-prieuré de Sion, est tout sauf recommandable. On assiste à ce qu'on appelle un processus d'inversion de valeur systématique. Donc il y a une cohérence dans le roman, parce que ce roman, alors ce que vous avez pu noter en lisant le roman, divisé en, je crois, 108 chapitres, c'est un véritable synopsis de cinéma. Ah, complètement, oui, tout à fait. Donc, vous voyez bien que ça a été préparé. Alors vous allez me dire, oui, c'est sur le plan commercial, etc., mais personne ne sait, aucun éditeur ne sait si ça va être un best-seller. Et les romans de Dan Brown, que ce soit Deception Point, oui, qui est très mauvais d'ailleurs, ou Ange et Démon, n'ont eu qu'un faible succès avant le Da Vinci Code. Là, ils ressortent, alors évidemment, tout le monde achète, mais ils n'avaient pas eu de succès. Tandis que là, il y a une préparation. Il y a une préparation qui n'est pas négligeable. Donc, on écrit le synopsis de cinéma pratiquement avant d'avoir fait le film, et on l'écrit dans un livre. Dans un livre, quoi, c'est un thriller.
c'est un bon thriller, hein, c'est un thriller. Ah oui, qui est écrit de manière très efficace, oui, c'est clair. Fait selon l'école américaine, avec des règles précises, mais on l'écrit sous forme de synopsis de cinéma. Ça, c'est à noter. Dès que j'ai vu, moi, c'est ça qui m'a marqué tout de suite. J'ai dit, oulala, là, il y a du beau monde derrière, parce que là, il prépare un gros coup. Bah, ça n'a pas raté. Donc, il y a bien manipulation, et ça rentre bien dans un contexte politique américain où on attaque la religion, on attaque l'Opus Dei. L'Opus Dei, plus il proteste, vous savez qu'à l'époque l'Opus Dei a protesté notamment en France sur Internet, ce qui est assez rare. Hein. Oui. Mais on les attaque parce que finalement, dans une certaine mesure, on attaque Bush. Donc tout ceci n'est pas innocent, mais on voit plus loin. Et il y a un côté qui est dramatique, c'est que le succès repose sur l'inculture des gens. Et Patrick avait raison de rappeler toutes les valeurs de la connaissance qui s'attachent au Graal, et au Graal spirituel plus qu'à un objet. Ça, c'est récurrent. Tout le XXe siècle n'est fait que d'histoires de ce genre. C'est-à-dire qu'on cristallise des notions, on matérialise des notions spirituelles, parce que ça fait plus scoop, parce que c'est plus intéressant, et surtout parce que ça inverse les propositions. Donc il y a bien une volonté, en inversant des propositions, en donnant une cohérence, à vouloir faire une propagande qui pourrait arriver à l'histoire de George Orwell 1984. Là, on est en plein dedans. On est en plein dedans, mais on ne s'en aperçoit pas parce qu'on le vit. Mais on n'a pas le droit de dire, Cyril, que les conceptions sont ridicules. Elles ne sont pas ridicules. Ce sont des propositions qui sont systématiquement inversées. Autrefois, on aurait dit ce sont des propositions sataniques. Mais comme on est moderne, comme vous dites, ça part pas en vrille, ça part d'une façon cohérente, mais à l'envers. Et à l'envers, évidemment, quand on donne un grand crédit à une inculture, à une suppression de la philosophie de manière générale, quand on attaque les religions, parce qu'il n'y a pas que la religion chrétienne qui est attaquée, hein, entre parenthèses, dans cette histoire, mais ça personne ne l'a vu. On voit très bien où on veut en venir. Hein. C'est un petit peu comme si on brûlait tous les livres. Donc il commence à y avoir un autodafé mondial. Alors bien sûr, on joue sous des cordes sensibles, on glorifie la déesse femme qui est entre guillemets la femme américaine tout court. Donc c'est celle qui vote. Hein. Il y a plus de femmes américaines que d'hommes. Non, ça c'est vraiment trop bien fait pour être honnête. Merci en tout cas beaucoup Jean-Luc Chomeil de nous avoir apporté vos lumières et votre expérience dans ce domaine de l'étude du prieuré de Sion. Je recommande très chaudement, j'espère que je le recevrai rapidement. Je compte sur vous pour me l'envoyer en service de presse. Le Testament du prieuré de Sion, donc cet ouvrage qui sortira aux éditions Pégase le 15 juin 2006. Et puis rappelons également la republication de ce numéro de Charivari qui était sorti en 1973 sur le prieuré de Sion. C'est toujours aux éditions Pégase. Jean-Luc Chomeil, merci et bonne soirée et à très bientôt dans Les Aventuriers de l'étrange, j'espère. Bonsoir. Merci. À bientôt. Au revoir. Patrick Rivière. Merci de nous avoir accompagnés. Merci à vous. Et de nous avoir apporté vos connaissances également. Je recommande votre livre, Le Graal, aux éditions du Rocher, pour avoir une idée un peu moins farfelue que celle de Dan Brown concernant le Graal. On est d'accord. Ce qui peut arriver à cause finalement de la coquille d'un copiste. Hein. C'est un Graal. En fait, il s'agissait de Sir Thomas Malory, en réalité, qui a écrit son texte au XVe siècle, le fameux La Morte d'Arthur, hein, qui est un très bel ouvrage. Et effectivement, il parle du sang Gréal, The Blessed Blood of our Lord Jesus Christ, de sang Gréal. Et ce sang Gréal, eh bien, c'est devenu le sang
Gréal, en réalité. Ouais. Et voilà comment on est passé du Saint Graal au sang royal. Ça me rappelle Brasil comme film, un petit peu. Merci beaucoup, Patrick Rivière. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Che Silorio Massarini sostiene di una forza. Ce soir, nous sommes allés très loin dans l'étude du Da Vinci Code de Dan Brown. Beaucoup de pistes se sont ouvertes avec nos différents invités. Je vous rappelle l'ouvrage, si vous avez une passion pour l'ordre des Templiers, de cet historien Jacques Rolland, Le meurtre programmé des Templiers, aux éditions Dervy, aux éditions Poche de chez Dervy. Très très bon bouquin. Vous allez découvrir toute l'histoire et tout l'historique passionnant de cet ordre des Templiers. Également Pierre-Yves Jasselet, qui est guide conférencier et historien de l'art à Paris, dans notre capitale, qui a créé donc une balade dans Paris à travers le Da Vinci Code, où il remet, si vous me permettez l'expression, les pendules à l'heure concernant le Louvre, concernant Léonard de Vinci, concernant également le Gnomon à l'église Saint-Sulpice. Vous pouvez le contacter à cet email pierre-yves.jasselet, Jaslet, @wanadoo.fr. Et puis allons voir le film pour le plaisir de le voir un film d'action, voir un film bien monté, mais attention à ce qui se cache derrière, si l'on en croit les révélations de Jean-Luc Chomeil. Le film sortira donc le 17 dans toutes les salles de cinéma du monde entier, ou presque. Je vous souhaite une excellente nuit, passez une bonne semaine à l'écoute des programmes de Sud Radio. Les aventuriers de l'étrange reviendront avec d'autres dossiers samedi et dimanche prochain. Merci à Grégory qui a réalisé cette émission, Cyril qui était là pour recueillir vos appels et vos réactions au standard, et Pierre Massiès qui m'a aidé à construire cette émission. Bonne semaine encore avec nous sur Sud Radio et à la semaine prochaine.